Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce mardi 3 août, j'espère que vous allez bien. Nous allons revenir sur un triste événement, un triste anniversaire, c'était le 4 août 2020, la double explosion sur le port de Beyrouth. La situation du pays aujourd'hui est on ne peut plus dramatique et inquiétante. Nous en parlerons avec notre invité dans un instant, Léo Nicolian, qui est président fondateur du CCLF, qui est le Conseil de coordination des Libanais de France. Il est aussi journaliste TV et reporter de guerre. Il sera avec nous dans un instant. Le pass sanitaire qui continue de faire débat dans les médias et qui passera son oral au Conseil constitutionnel ce jeudi. Passera-t-il ou passera pas ? Eh bien, réponse ce jeudi, évidemment, avec un petit conflit d'intérêts en prime avec Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel, et son fils. On vous expliquera tout à l'heure. Et puis, bien entendu, un petit tour aussi sur le mercato. Vous le savez, on est en plein mois d'août, c'est le mercato, le foot, avec les recrutements, les départs et les arrivées. Pour les clubs français, on fera le point avec notre spécialiste Razik Metiche qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis de retour, bien sûr, le fameux Libertad. C'est en fin d'émission, la possibilité pour vous de nous appeler. On ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. Vous allez pouvoir le faire en nous appelant en 01 40 33 9000. Soyez les bienvenus en ce mardi 3 août, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe, la véritable émission de liberté d'expression, l'authenticité à son maximum tous les jours de 16h à 18h sur une seule radio, France Maghreb 2, une seule émission, ça s'appelle Le Grand Forum. Bienvenue dans Le Grand Forum, présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Christophe sur France Maghreb 2. C'est l'été sur France Maghreb 2. عقليتك كده
شيخ كريم خويا راسينا والله يا مرزوقي كيفاش راسينا مروان خويا بيان سيرنا ماما خويا لا فامي تاعتو نطلبو خويا الشفا كاع القبايل اون جينيرال يلا ما نديرش على رايك شوف وحده توال مكة يا اخي خرج من حياتي يا ربي عاونك يلا نقول لك ربيتي انت سي باشونتي عاشي الكيراني انا عشقه عيني وجينا وكيراني ويا مو كيفني خويا والله شبانه يا اختي وشريكتي ديت العاصمه قانونا والله يا جمال غنقولو بابا اللي كيفاش نتغنى ميرسي. C'est l'été sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 en ce mardi avec évidemment vous, chers amis auditrices et auditeurs. Vous allez pouvoir nous appeler pour participer. On va parler de Mercato tout à l'heure avec notre spécialiste Razik Metiche qui est déjà là. Ça va mon Razicus? Bonjour Christophe, bonjour à tous et toutes. Alors il y a beaucoup de choses dans le Mercato? Ça s'est un peu tassé les recruteurs anglais qui font un peu la pluie et le beau temps sur le mercato sont à peine rentrés de vacances. Ça devrait s'accélérer dans les prochains jours. Après là, cette dernière quinzaine, le club le plus actif et à surveiller, ça a été l'OGC Nice. L'OGC Nice qui déjà a ramené l'un des meilleurs architectes, voire le meilleur architecte de France en la personne de Christophe Galtier, Ouais. champion de France, qui a fait un travail... Ancien entraîneur. Ancien entraîneur de Lille, de Saint-Etienne, qui a vraiment fait un gros travail partout là où il est passé, ponctué de résultats et ponctué par cette cerise par le gâteau qui a été le champion. Lille qui a rapporté le trophée des champions, rappelons-le. Absolument, Lille qui Face à Paris. Face à Paris. Ouais. Et donc Christophe Galtier donc, qui a été recruté pour être entraîneur de Nice, pour être vraiment le vrai manager et le vrai concepteur du projet Ineos à Nice. Donc là ils ont été très très actifs sur le marché des transferts, mais je pense qu'on en reparlera après. Absolument, on en reparlera tout à l'heure. Auparavant, on parlera un peu du pass sanitaire qui passe son oral devant le Conseil constitutionnel, c'est ce jeudi, et qui continue de provoquer la colère de pas mal de monde quand même dans ce pays. 206 000 étaient présents lors des dernières manifestations selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Et il y avait du monde dans les rues de France, la colère s'intensifie ou pas, on verra cela bien sûr, puisqu'on est en plein mois d'août bien entendu, et on verra ce que ça va donner pour la suite. Et puis on consacrera dans quelques minutes une page au Liban avec notre invité Léo Nicolian, qui est président fondateur du CCLF, Conseil de coordination des Libanais de France, journaliste TV et reporter de guerre. Il sera avec nous dans un instant. Et au Liban, c'est pas vraiment très calme en ce moment, avec une grosse manifestation prévue demain, un an après la double explosion, Razik, tu t'en rappelles, survenue sur le port de Beyrouth, qui avait provoqué évidemment un effroi terrible au Liban et une crise politique qui s'en est suivie, économique aussi qui s'intensifie. Et on verra évidemment avec Léo Nicolian qui sera avec nous dans un instant, qui a d'ailleurs eu à l'occasion d'interpeller Emmanuel Macron, le président de la République, qui a été à plusieurs reprises au Liban. Il avait interrompu ses vacances, vous en souvenez, l'année dernière, pour aller justement à Beyrouth, pour essayer d'influencer sur la scène politique libanaise, en lançant des ultimatums, on s'en souvient aussi, hein. Voilà, on verra ce que ça a donné un an après. Tu es accompagné, attention mon cher Azik, d'un prof de catch aujourd'hui. Je me tiens à distance. Tu te tiens à distance, c'est mieux, ouais. Bonjour tout le monde. Salut mon Tarak. Comment tu vas Christophe? Tu m'as beaucoup manqué. Ah oui, c'est vrai. Tarak Sassi est avec nous sur France Maghreb 2. Et messieurs, on commence cette émission par un petit combat, mais un combat de quiz, hein, donc rien de physique. Juste un petit peu d'intellect et on y va, c'est parti. Le quiz. Ah ouais? La Tunisie face à l'Algérie aujourd'hui. Allez, Tahia Tunis. je vais essayer de Ouais, remonter les couleurs. Tahia Jazer. DZ. C'est ça. La DZ team. Attention, première question qui vaut 2 points. Dernière prestation de quel groupe mythique à Liverpool? On est en 1963. Du tout. Pas du tout. Beatles. Beatles. Les Bonne Beatles. réponse. Les Beatles. C'était à Liverpool. Je me fais vraiment dévisager durement du côté tunisien. C'est pas normal. Wallahi, c'est pas normal. Vous trichez, monsieur. 2-0 pour l'Algérie pour l'instant. Attention. Question à 3 points. Quel ancien maire de Nice est condamné? Ah oui. Bon. Jacques Perrin. Jacques Médecin. Jacques Perrin. Jacques Médecin est une bonne réponse. Non mais Jacques Perrin aussi, il a été Non, condamné. il n'y a pas de Perrin, on s'en fout. C'est les médecins là. Et il a été pour corruption
passif et recel d'abus de biens C'est sociaux toi qui l'année parce que c'est vraiment. en 1995. Eh ben ouais, c'était vraiment des souvenirs de jeunesse. J'avais 12-13 ans. 5-0, ça sent la raclée là pour le coup. Ah non, mais je viens à chaque fois pour me faire mettre La pâtée. Manita. ça sent Question la Manita. à 1 point. Quel footballeur français Oh putain. quitte Arsenal pour le Real en étant 1999? Nicolas Nelka. Oui, Oui. Nicolas Anelka est une bonne Ah, réponse. une vraie frustration pour tout amateur de foot. Il a pas eu la carrière qu'il méritait. Un top joueur. C'est vrai. J'avoue. Attention, question à 5 points. Je cherche un poète iranien. Il est mort en 1999. Si vous me la trouvez celle-là, je dirais Freddie Mercury. n'importe quoi. Mais il est iranien. Un poète iranien Ah, mort en je 1999. sais totalement. C'est pas le poète iranien très controversé. Je ne dis rien. Euh, Balance de blaze et je te dirai. Salman. Non. Non. Il est pas. Enfin, il est connu, mais voilà. Franchement, poète iranien, c'est un angle mort de ma culture littéraire. Un angle mort de ta culture Ah ouais. littéraire. Moi, je suis un Je angle sais, mort je- vivant dans ces quiz. moi. À chaque fois. Je sais. Abdelwahab Al-Bayati. Non. Ça vous dit rien? Non. Très bien. Non, je Honte à connais moi. Abdel. Honte à moi. en Après, bas de chez pour moi, la mais je petite, connais pas Abdel Awab. Pour la petite, on est très ethnocentré dans la culture et dans la culture littéraire. C'est rare que, en éducation nationale, on vous présente un poète iranien. C'est très rare. Dommage. C'est vrai, c'est dommage. Dommage. Bon. Question cette fois-ci à 2 points. Je cherche un écrivain russe qui a été prix Nobel de littérature en 1970. Auteur de L'archipel du Goulag. Il est mort en 2008. Alexandre Alexander Solzhenitsyn est une bonne réponse. Je suis fort quand même, hein. Pas mal, pas mal. Ah ouais, non. Alors la On question dirait pas à comme Tarak, si tu réponds pas à cette question, franchement, là je sais pas ce qu'on peut faire de toi. Je cherche le père de l'indépendance tunisienne. Ah. Bourguiba, Je te Bourguiba. laisse. Né à Monastir en 1903, Habib Bourguiba. Habib Bourguiba, Très belle ville monastir. qui est décédé le 6 avril 2000. Bonne réponse Tarak. Il fallait le marquer celui-là. Attention, je cherche un homme politique français, ancien Premier ministre. Il est né à Poitiers en 1948. Jean-Pierre Raffarin. Oui. El Gringos. Jean-Pierre Raffarin est une excellente réponse de Razik Métiche. Pour la référence, Jean-Pierre Raffarin, c'était sa phrase emblématique, c'est To win the yes against the no, you get to win the yes. Yes. Question à 3 points pour terminer. Je cherche un journaliste, animateur de radio et de télé. Il est né à Conflans en 1965. Laurent Ruquier. Non monsieur, c'est un passionné de sport automobile. Il est sur TF1, Denis Brognard. Non, Non. il a été sur France 3, il a animé 40 degrés à l'ombre, on s'en souvient à l'époque je crois. Il a été sur RTL pendant de nombreuses années. Il y est d'ailleurs toujours, hein, il fait une émission de cinéma, parce que c'est un passionné de cinéma. Oui, il a même Non, travaillé à je l'ai TMC, pas. j'ai oublié son nom. Moi, je l'ai pas. Vincent de son prénom. Je l'ai pas. J'ai oublié moi aussi. Et récemment, en plus, j'ai vu un article sur lui. Il a travaillé. Vraiment, sur il conduit des bagnoles et tout, c'est un fou de voitures de course. Non, je l'ai pas. Vincent Perrault. D'accord, Oui. je l'ai pas du tout. Voilà. Ouais. Bon, bah victoire écrasante de Tahia Jazel Yes. face à la Tunisie aujourd'hui. C'est un complot. Non, Je dénonce le complot. vous avez, messieurs, l'habitude. Alors, est-ce qu'on peut faire venir notre invité? Parce qu'il discute Léo. beaucoup là. Léo! Léo. Allez, Léo! Hop! Allez, en direct là. Ça se passe comme ça. On est authentique ici à à France Maghreb 2. Évidemment, puisque nous allons parler un peu du Liban, messieurs. Le Liban qui, un an en arrière, on était en 2020, c'était l'effroi du côté de Beyrouth avec cette double explosion qui a touché le port de Beyrouth, qui a occasionné des dégâts immenses, importants, et évidemment des victimes, des explosions qui ont résonné d'ailleurs assez loin, hein, pendant... voilà, on en a parlé bien entendu, et sur la scène politique ça s'est agité, notamment du côté de Emmanuel Macron qui avait interrompu ses vacances pour aller rendre visite aux Libanais à Beyrouth, parce que la France, vous le savez, a beaucoup d'intérêt dans ce pays, au Liban. On va en parler avec notre invité qui est avec nous, qui s'appelle Néo Nicolian. Léo Nicolian, il vient s'asseoir. Et voilà, il vient s'asseoir, monsieur Néo Nicolian. Il discute beaucoup, hein, voilà, ça tombe bien. Néo Nicolian, il est président du CCLF. Qu'est-ce que le CCLF? C'est le Conseil de coordination des Libanais de France. Il est aussi journaliste TV, reporter de guerre. Léo Nicolian, bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2. Bonjour. Comment ça va, Néo?
Très mal, malheureusement. J'aurais tellement aimé dire que je vais bien, mais je suis à l'image de mon pays, c'est-à-dire effondré. Ouais. Alors, Effondré par tout ce qui s'y passe, non pas depuis le 17 octobre 2019, le début du soulèvement du peuple libanais et tout ce qui a suivi depuis, mais effondré depuis ce qu'ils ont fait de notre pays depuis très longtemps. Depuis le 13 avril 75, on a appelé ça une guerre civile, mais la guerre a commencé là. C'était le 4e pays le plus riche au monde quand j'y suis né, en 67. ouais. Et c'est devenu aujourd'hui un des pays les plus pauvres du monde. On aurait dû être le premier, c'était la Suisse du Moyen-Orient. C'est un vrai. havre de paix où on vivait tous ensemble, chrétiens, musulmans, sunnites, chiites, juifs, tous ensemble, arméniens. Et ils en ont fait un terrain de laboratoire, un terrain de football, et c'est devenu le chaos généralisé. Alors, un an après cette double explosion survenue à Beyrouth, qui, je disais, avait résonné bien au-delà d'ailleurs du Liban, une terrible explosion. Où en est-on aujourd'hui au niveau de l'enquête ? Est-ce qu'on a des responsabilités ou tout cela, évidemment, est un petit peu tombé sous un silence implacable ? Le drame, c'est que il n'y a jamais eu d'enquête et il n'y a pas d'enquête. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Le Liban est un pays moderne, donc forcément, tous les gens ont des assurances et ça cotise, comme en France, comme partout ailleurs. Les restaurateurs, les citoyens. Or, la destruction de Beyrouth, au total, est estimée au niveau des dégâts à plusieurs milliards, 11 à 13 milliards. Et donc, les assurances, évidemment, elles ont trouvé une faille pour ne pas indemniser. Je parle même pas des centaines de morts, je parle même pas des 300 000 sans-abri. La faille, puisque nous sommes dans le pays le plus corrompu du monde, avec malheureusement un peuple aussi qui est corrompu, parce que c'est ce peuple qui a été complice de ce régime, puisqu'ils ont mis en place des députés. Moi, j'ai participé à des choses que j'ai dénoncées. J'ai pas voulu aller au Liban voter parce qu'ils nous payaient le billet d'avion aller-retour pour voter pour tel ou tel clan, tel ou tel député, tel ou tel parti, tel ou tel zarim. En fait, les zarims, ce sont les Don Corleone, les parrains de la mafia, les anciens seigneurs de guerre libanais, tous qui devaient être emprisonnés à vie. Un l'a été, les autres, en fait, on les a blanchis. Tous des criminels qui sont devenus aujourd'hui des gens honorables, des ministres, des présidents du Parlement, d'ailleurs qui est là en place depuis 30 ans. Le même, le pouvoir change, mais c'est toujours le même, c'est le système confessionnel, malheureusement, un pacte national qui n'est même pas dans la Constitution, validé par la France, qui n'a pas forcément joué un très grand rôle dans cette histoire, quoi qu'il en soit. Donc, les assurances pour ne pas indemniser, c'est simple, pas d'enquête, ça veut dire qu'à l'heure où l'on se parle, un an après, on n'a toujours pas défini les raisons de l'explosion. Bien sûr qu'on les connaît, mais le gouvernement, l'État libanais dit on ne connaît pas les raisons. Alors ne pas connaître les raisons, c'est ne pas définir les raisons de l'explosion, et tant que c'est pas défini, les assurances n'indemnisent pas, elles doivent payer des milliards, et elles ont dû verser quelques centaines de millions aux dirigeants libanais pour qu'ils soient entre eux, se partagent ce gâteau et ne pas déclarer les raisons de l'explosion. Pas de raison, pas de définition, pas d'indemnisation, et c'est honteux, c'est honteux. Alors, on se souvient de cette image du président de la République français, Emmanuel Macron, se rendant immédiatement à Beyrouth, en n'hésitant pas d'ailleurs à fixer des ultimatums. On se rappelle, je reviendrai le 1er septembre, s'il n'y a pas de changement, en clair, je le ferai. Qu'est-ce qu'il en est un an après ? Est-ce que l'influence Macron a été bénéfique ou au contraire, elle a été totalement inexistante? Écoutez, si tant est qu'il y en ait une d'ailleurs. Absolument. Le problème, c'est que il y a un échiquier international. Le Liban est en fait victime non seulement de ses dirigeants, mais il est aussi victime des puissances étrangères. Le Liban n'a jamais été un pays libre et indépendant. Le mont Liban, c'était une montagne chrétienne où il y avait la communauté maronite. Bon, nous étions, comme le Maghreb, comme tant de pays, nous faisions partie d'un système qui s'appelait l'Empire ottoman. Alors, démembrement de l'Empire ottoman par les grandes puissances, et surtout par l'Angleterre, parce qu'on a découvert du pétrole. Résultat des courses, on casse l'Empire ottoman,
on monte les uns contre les autres. Bon, on l'a vu avec le génocide des Arméniens, bien sûr, mais pour mettre la main sur ces richesses, on a créé des pays avec des nouvelles frontières. L'accord Sykes-Picot, donc la Palestine à l'Angleterre, le Liban à la France. On a appelé ça d'ailleurs le Grand Liban. Le Liban, après avoir été sous domination ottomane, était sous domination française. On appellera ça le protectorat, le mandat français. Tous les Libanais... Jacques Chirac était un proche de la famille Halali, par exemple. Alors, on y arrive. Donc, une fois que le Liban s'est débarrassé de son occupant français et qu'il a eu son indépendance en 1943, d'ailleurs, tous les Libanais ont pris les armes, les relations avec le Liban remontent à très loin. Vercingétorix, les Phéniciens. Ensuite, c'était évidemment la guerre des croisés, Jérusalem, Saint-Louis, Louis IX, qui a promis protection aux chrétiens d'Orient. Louis XIV avait besoin de cèdres pour ses navires contre l'Angleterre, les batailles navales, et évidemment De Gaulle qui a vécu au Liban et qui avait dit: tant que je serai aux affaires, je ne laisserai personne toucher à ce pays dont le cœur bat à l'unisson avec la France. Crise du pétrole 74, Giscard d'Estaing brade le Liban à l'Arabie Saoudite pour des intérêts qui sont les intérêts stratégiques de la France, et puis depuis ça n'a été que vendre le Liban. Aujourd'hui, les intérêts stratégiques de la France sont simples, c'est l'argent, ce qui est normal, faire du commerce. Or, nous avons une communauté et nous avons aujourd'hui un Liban qui a été depuis la guerre civile dominé par la Syrie, le régime syrien. Et puis souvenons-nous de l'ambassadeur de France, Louis Delamare, qui a été assassiné. Souvenons-nous des 58 soldats, les paras de la paix, 1983, Beyrouth, Drakkar, où 58 soldats sont morts dans un attentat après les Américains. C'était signé le djihad islamique, autrement dit le Hezbollah, les otages français. Là, il y a tellement d'affaires secrètes dont on ne parle pas, mais que je dévoilerai. Mais aujourd'hui, bien sûr, les intérêts stratégiques... Le Liban n'est pas en mesure d'acheter un croissant à la France quand l'Iran achète. Et, total, 23 milliards d'investissement en Iran. L'usine Peugeot, qui est à l'arrêt à cause des Américains, redémarre avec un projet de construction de 900 millions de voitures. C'est énorme pour le marché chinois, indien et toute la région. Les 2 centrales nucléaires que la France va construire pour le régime iranien et bien sûr les 400 Airbus. Donc le choix est vite fait. On laisse la mainmise du Liban à la Syrie avec le Hezbollah, d'ailleurs qui est interdit partout en Europe, sauf en France. Et voilà. Alors Macron, quand il arrive au Liban, parce que je l'ai rencontré à 2 reprises. Oui, à Amiens et au Liban. À Amiens, la première fois, c'était le jour de l'indépendance du Liban, le 22 novembre 2019. Oui, vous avez dit 2 reprises, moi je vous dis première fois à Amiens et ensuite au Liban. Non, une première fois à Amiens, donc je lui pose la question, que pense-t-il, il me fait une déclaration scandaleuse, qui a été interdite d'ailleurs par l'AFP à la demande de l'Élysée. Imaginez un président de la République française, on lui demande quelle est votre idée de ce qui se passe en Algérie, et qu'il ose vous répondre: nous allons célébrer le massacre du peuple algérien par l'armée française, mais ça refait un tollé. Il a dit grosso modo la même chose. Et, se rendant compte que c'était une erreur, ses conseillers qui étaient sur place, Trodoricolor, donnent l'ordre à l'agence France-Presse de bloquer la dépêche. Pourtant, Annie Thomas m'a dit amène-la. Et donc, quand je vois que dans la plus belle démocratie du monde en France, l'Élysée elle-même demande à l'AFP de bloquer la déclaration de Macron. Vous lui avez rappelé d'ailleurs lors de votre Je lui ai rappelé, nous étions le 29 janvier à Paris, à une soirée de cocktail où il allait dîner avec la communauté arménienne, organisée par le CACAF, par l'équivalent du CRIF arménien. Et là, c'était 3 mois de préparation, c'était pas une opération commando, mais c'était 3 mois de repération, repérage des caméras du secteur. Je savais que j'étais pas invité, donc sur place, les gens, mes troupes étaient déjà depuis le matin dans l'hôtel, infiltrés. On avait pris 2 chambres. Ça, c'est le plan B, au cas où le plan A ne fonctionne pas. J'étais dans un café en face depuis le matin, et je savais qu'il allait mettre 3 minutes à arriver en quittant l'Élysée. Il arrive, je lui dis: président, un citoyen voudrait vous saluer, vous féliciter. Il a couru vers moi, croyant à faire un fan qui voulait le remercier ou faire un selfie. Il est tombé dans mon piège. D'ailleurs, la vidéo, elle est visible sur YouTube, LDC News. Justement, on va écouter cet échange donc à Paris. Vous avez expliqué un petit peu les préparatifs de cette rencontre avec Emmanuel Macron. Écoutez. Président, bravo, président, n'ayez pas peur, mais président,
Soyez un homme et venez parler à un citoyen. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Oh. Président, Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur. un Français voudrait vous parler et vous saluer. Bonjour monsieur. Monsieur le Président, Vous allez bien? bonjour. Non, je vais très mal, car lorsque là j'apprends que l'Élysée donne des instructions à l'AFP pour l'empêcher de publier votre déclaration à Amiens concernant le Liban, où je vous ai personnellement rencontré, vous vous en souvenez? Ah, Que mais je pensez-vous me du souviens. peuple libanais en révolution? Vous étiez avec moi à Amiens quand je me souviens quand je suis allé dans les quartiers Oui, au et je vous prisonnier. ai posé la question C'est sur le vous qui peuple avez- libanais en révolution, information qui a été bloquée par l'AFP suite au protocole Élysée de l'AFP qui a donné les instructions. Regardez, vous avez à mon Et avis pourquoi des collègues. l'AFP bloque une information? Parce que c'est un service public appartenant à l'État, Non. donc aux ordres de l'Élysée. Alors, si c'était ça, ce serait Primo. notre république. Non, je suis. Non, nous ne sommes pas en dictature, vous avez raison de le Bon, souligner. voilà. Et donc- Mais nous sommes en dictature dissimulée. Non, Le monsieur. peuple français Alors, est révolté je et vais- le peuple libanais Oui, est mais- scandalisé mais par non. votre soutien d'un pouvoir Mais criminel non, et corrompu mais je- au Liban, et vos amitiés Mais- avec Saad Hariri Non, mais sont je suis à 2 mètres de vous, insupportables. ne hurlez pas, je suis à 1 mètre de vous. Oui, mais Je suis venu vous voir, mais non, mais eux non plus, la caméra est à 1 mètre de vous, c'est pas la peine, vous allez vous fatiguer pour rien. parce que je suis scandalisé. Monsieur, L'armée monsieur, a tiré sur monsieur, 520 monsieur, personnes, je suis- 520 Vous êtes blessés. tout seul à évoquer. Je suis gentil, je vais traverser la rue, je viens vous voir. Maintenant, je vous Monsieur souhaite le une bonne Président, soirée, je suis attendu par 500 Est-ce personnes. qu'il est possible Allez, que les bonne Libanais soirée. de France vous Mais rencontrent? je vois les Libanais en permanence, mais monsieur, n'ayez Vos pas des amis mots libanais, bizarres. pas le peuple, pas le peuple souverain. Mais le peuple souverain, il est Le peuple C'est souverain est dirigeant. contre la dictature de Général Aoun Mais et de toute sa il a classe été politique Aoun. criminellement corrompue. Mais donc- Et vous le savez très bien. Mais- Et vous soutenez une dictature. Mais si, monsieur le Président. On sait qui c'est. Bien sûr, je suis arménien. Avant tout, je m'appelle Léon Nicolian. Je suis journaliste, reporter de guerre. Je serai toujours du côté du peuple Libanais. Contre la dictature et la classe corrompue libanaise, Contre toute forme de corruption, d'où qu'elle vienne. y compris au Liban. Et celle de France, monsieur le Président, parce qu'il y a aussi une corruption en France. C'est honteux. C'est honteux. Nous sommes en dictature dissimulée. Lorsque les députés de votre cartel baissent les allocations logement et qu'ils votent leur propre augmentation d'allocations aux députés, si ce n'est pas prendre aux pauvres pour donner aux riches, alors c'est quoi? Et voilà. Voilà, alors bah, ça c'était à Paris. Perso, je suis obligé d'applaudir. Ouais, ah ouais. Je suis peut-être le ça seul, m'a- mais je suis obligé Ça m'a d'applaudir. coûté très cher. Ça Ah m'a oui, coûté- alors racontez, parce que qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Est-ce que vous avez eu affaire au service de sécurité Oula. du président, non? Non, il n'y a pas eu de problème, puisque c'est vrai que je crie fort, c'est vrai qu'il est tombé dans mon piège, c'est vrai que je lui tiens la main, Ouais. et que pendant ces 5 minutes, je la lâchais pas. Ils ont été 4 gardes du corps à pouvoir sortir son bras du mien. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo, elle est sur YouTube, LDC News, un citoyen franco-libanais. Mais non, j'ai pas eu de problème, parce que je suis resté sans l'insulter, parce que là, ça aurait été plus grave, puisqu'il y aurait eu insulte à un président dans l'exercice de ses fonctions. Je Ça aurait maîtrise pas été parfaitement les productif lois. aussi. Absolument. Voilà. Donc, ce qui est terrible, c'est que même une chaîne comme RT France, Raphaël de Montferrand, que j'avais été voir la veille en lui disant ben ouais, c'est embêtant, tu sais, on est en train de négocier notre retour à l'Élysée, et puis parce que j'avais été l'invité de RT France sur leur plateau télé avec Dora pour parler du Liban 2 mois, donc j'avais les très bons contacts. Mais bon, comme ils veulent retourner sur les box et avoir une fréquence TNT, embêter Macron, ok, mais pas trop non plus. Là, c'était trop violent. Donc censure aussi de la part du RT. Cette vidéo, aucune chaîne de télévision française ne l'a diffusée. Même pas BFM, aucune chaîne Elle a française. circulé sur les réseaux, par contre. Ça a circulé sur les réseaux. Par contre, toutes les télévisions du monde, de la Kabylie, en Algérie, en Afrique, j'ai la version en Wolof, en Djola, elle a fait en Chine, aux États-Unis, toutes les chaînes de télévision, et il y a des fois 10 à 15 chaînes de télé par pays, de la planète entière l'ont diffusé dans les JT du 20h, sauf en France. Donc je me suis dit, nom de Dieu, là il y a un problème. Dans la plus belle démocratie du monde, qu'on censure un événement pareil, ok, bien. Je pars au Liban là-dessus, je suis invité sur les télés libanaises. J'arrive accueilli comme un héros à l'aéroport.
J'ai pas du tout compris. Il me disait tous, oui, parce qu'il y a eu un événement au Liban, le déclenchement de ce que les Libanais appellent la révolution, la Saoura, a eu lieu le Sabataj Tishrin, c'est le 17 octobre 2019. Pourquoi ? Parce que notre Premier ministre multimilliardaire, Hariri, on reviendra dessus, pour se faire de l'argent, lui et ses amis, c'est-à-dire ils se partagent le gâteau du pouvoir, n'ont rien trouvé de mieux que dans le pays le plus cher du monde en téléphonie mobile et Internet. Les Libanais communiquent entre eux par WhatsApp, et surtout avec la diaspora qui est très nombreuse, on est 12 millions à l'étranger. Eh ben, si tu veux te servir de WhatsApp, va falloir que tu payes $200 par an supplémentaires. C'est le feu qui a été mis aux poudres, évidemment par les ennemis d'Hariri, le Hezbollah, mais qui ont été vite dépassés, puisque tout le peuple est descendu. On devait aboutir à une révolution populaire de tout le peuple entier, avec un changement de régime et surtout de système, mais les mafieux du pays, les parrains du pays, dans chaque pays il y a une mafia, mais là c'est la mafia qui tient le pays, ont eu peur pour leur avenir, donc ils l'ont désintégré de l'intérieur. Donc cette histoire-là, j'arrive au Liban, et j'ai été reçu comme un roi d'ailleurs, et certains m'ont dit tu vas être notre... J'ai dit je ne serai rien du tout, je ne suis ni plus grand ni plus petit que vous, je suis avec vous dans le même bateau. C'est quelque chose qui les a impressionnés, parce que vous savez là-bas ils veulent tous être le chef, le calife à la place du calife. Moi je voulais rien, je voulais être avec mon peuple, parce que c'est un pays dans lequel je suis né et dans lequel j'ai eu la plus belle enfance du monde. J'ai vécu la guerre civile en tant qu'enfant qui me traumatise jusqu'à encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai choisi le destin d'être reporter de guerre, pour couvrir toutes ces guerres et ces conflits. Et croyez-moi, j'en ai vu des dizaines, bien pires. Mais c'est toujours ce que j'ai vu au Liban qui revient dans mes cauchemars quand j'étais un gamin sur le balcon. Alors, et donc, effectivement... Les belles paroles de monsieur le président de la République Macron, oui, la France est l'ami du Liban. D'accord ? Bien, mais il y a la face cachée. La communication est magnifique, elle est belle. Ça, j'ai rien à dire. Macron, ils y ont cru. Moi, je savais très bien. Et d'ailleurs, quand il est venu au Liban, à chaque fois, j'étais aux arrêts. J'avais un sac sur la tête, comme avec les Américains à Bagdad. J'étais emmené au service secret libanais, très bien traité d'ailleurs, au ministère de la Défense. Le général... le colonel Jean Rantous et le général Clément Saad, y compris le ministre de la Défense, me recevaient comme un roi en me disant « Léo Habib, on sait tout ce que tu fais pour le Watan, mais c'est les ordres du président Michel Aoun. » Mais ah bon ? Mais même lui, ça l'embête. Mais alors pourquoi vous me mettez aux arrêts ? À la demande de Macron, tu sais, il arrive, il a peur que tu foutes encore un bordel, mais ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une garde à vue. Je dis, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, à Paris, j'en fais toutes les semaines. Et je suis relâché parce qu'il n'y a pas de délit. Croyez-moi, tous les commissariats parisiens, ils me connaissent. La Goutte d'Or, c'est les pires. Le 19e, ça va. Mon commissariat préféré, c'est le 8e arrondissement, au Grand Palais. Madame Jeanne de Haute-Serre, souvent, elle m'amène des sushis. Donc, je suis toujours bien traité. Parce que parce que je ne commets... Écoutez, ma dernière garde à vue, elle était quand même dans un hôtel. C'était à l'hôpital Dieu. Il y a des cellules comme c'est Prison Break, il y a un corridor. Et là, vous savez ce qui se passe ? C'est carrément des chambres d'hôtel, c'est extraordinaire. Comme à l'étape hôtel. Voilà. Ça, c'est juste pour neutraliser quelqu'un pendant 48 ans. Mais le pire, c'est que j'étais aux arrêts au ministère de la Défense, dans une belle chambre, qui était la chambre à coucher du ministre à côté de son bureau. Dès que Macron décollait, j'étais relâché. Mais ceci dit, la première fois qu'il est venu, le jour de l'explosion, oui, il est venu, ça a choqué tout le monde. Maintenant, je vais vous raconter le pourquoi et le comment de l'explosion. Mais quand il est venu, on l'a aimé. Je vous aime, Libanais. Oui, mais le soir même, il était avec tous ses amis, c'est-à-dire les criminels du pays, pour négocier le rachat du port de Beyrouth et la reconstruction par la France, et donc concession qui appartient à la France pendant 30 à 40 ans. Donc, c'était les intérêts stratégiques, c'était du business. Alors, bouge pas, Léo. La suite de cette rencontre avec Macron, qui avait interrompu ses vacances, on s'en rappelle évidemment, face à l'événement terrible qui avait touché le Liban et le port de Beyrouth. Double explosion qui avait été entendue, alors je me rappelle plus, mais jusqu'à un autre pays, c'était incroyable, jusqu'à Chypre. Jusqu'à Chypre. Palestine, oui, Chypre, voilà. Incroyable. En tout cas, on en reparle avec vous, Léo Nicolian. C'est passionnant, en tout cas, avec vous. En tout cas, vous êtes en direct sur France Maghreb 2. À tout de suite. On se fait un peu de pub, mais on est de retour très vite pour la suite de ce récit. Un an après
Où en est-on? Où en est le peuple libanais? Léo, vous allez aussi nous parler d'une grosse manifestation prévue demain au Liban. Pas qu'au Liban. Pas qu'au Liban, mais en partie, À Paris à aussi, Beyrouth, partout ça, dans le monde libanais. ça risque quand même de trembler pas mal demain. On en reparle dans un instant avec les dernières échos sur France Maghreb 2 en direct dans le LGF. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et nous parlons du Liban à la veille de ce premier triste anniversaire de la double explosion du Liban, de Beyrouth, du port de Beyrouth, avec Léo Nicolian qui est notre invité, côté de Razik Metiche et de Tarek Sassi. Alors, juste avant la pause, Léo, tu étais en train de nous raconter cette arrivée de Macron, qui avait été dans un premier temps bien appréciée, saluée par le peuple libanais, cette arrivée de Macron Écoutez, quelques jours après, le lendemain je crois. Absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque cette explosion a lieu au Liban, la troisième la plus importante du monde, après Hiroshima, Nagasaki, le président libanais n'a pas osé descendre. Pas un ministre, pas un député, pas... voilà c'est-à-dire aucun politicien n'a eu le courage de venir voir. Le seul qui est venu, c'était l'étranger, Macron. Alors évidemment, les Libanais ont applaudi. Bien sûr, moi aussi j'ai dit, super, le gars, au moins, il est venu. Mais il n'a pas intérêt à ce que je sois sur son chemin et vice-versa. C'est pour ça que j'étais systématiquement aux arrêts à la demande de la DGSE et des services du SPHP qui est devenu SDLP, des services de sécurité, et puis à l'ambassade de France aussi sur place, où j'étais surveillé H24. Vous savez, les agents français travaillent, comme tout service. Bien, et les militaires. Donc, bien sûr, la com était très belle. Ça a fonctionné quelques heures. Mais lorsque déjà, avant d'être aux arrêts, j'avais sorti les dossiers en disant voilà pourquoi il vient et que la presse libanaise s'en empare, tout le monde a su qu'il était venu, ok, d'accord, et que le soir même, il dînait avec les pires criminels du pays. Et ça les a choqués. Voilà. On n'a pas vu ça en France. En France, on vous a montré ce qu'on a eu envie de vous montrer. On ne vous a pas jamais montré toutes les manifs qui ont eu lieu, même le 14 juillet. 15 jours avant l'explosion du port, les manifs devant l'ambassade de France qui disaient quoi? Monsieur Macron, si vraiment vous aimez le Liban et les Libanais, vous devez écouter la voix du peuple libanais souverain et personne d'autre. Alors évidemment, ils vont nous dire, oui, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Oui, mais il a été élu. Mais il a été élu par qui? Pas de suffrage universel au Liban. C'est 128 députés. Autrement dit, 128 voleurs et criminels, ok, qui se partagent le gâteau et qui votent pour un président. D'ailleurs, il n'y a pas plusieurs candidats au Liban. Il n'y en a jamais eu. C'est un seul type nominé qui ne passe pas au premier tour. Après, on négocie, on coupe la part du gâteau et puis au deuxième, il passe. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a rien de démocratique au Liban. Sur le papier, oui. Sur le papier, oui, ça a l'air beau, ça a l'air magnifique, mais tout est faux. Tout le système est à revoir. Le partage des pouvoirs avec les communautés confessionnelles, religieuses. Mais là aussi, c'est pas dans la Constitution, c'est le pacte national. Ils se sont entendus entre eux autour d'une table. Le chrétien maronite qui avait peur, ils étaient majoritaires, puis il y avait le sunnite et la deuxième communauté. Les chiites, bien sûr, ils sont libanais autant que moi. Moi, j'ai aucun problème avec mes frères chiites et mes frères sunnites et mes frères kurdes et mes frères alaouites et mes frères druzes et mes frères arméniens. Mais cette mentalité, elle perdure encore aujourd'hui. Moi, j'ai eu la chance de grandir ici. Vous savez ce qui m'est arrivé? À l'école française, au collège Claude Debussy, quand je me faisais casser la gueule dans la récréation, parce que Madame Pilleul disait « Regardez votre camarade du Liban, il est le meilleur en français, parce que j'étais chez les jésuites. » C'est un autre gars qui vient me défendre. Et je me rends compte que c'est un Libanais, Mazen Abou Shahra, le fils de Razi Abou Shahra, diplomate à l'UNESCO. Mais seulement voilà, Mazen était devenu mon frère. Il était druze. Et les autres Libanais m'ont cassé la gueule parce que je fréquentais un druze. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité? On est des êtres humains. On est tous frères dans l'humanité. Moi, mes frères, ils sont musulmans, ils sont chiites, ils sont sunnites, ils sont juifs, ils sont bouddhistes, ils sont athées. Je ne fais pas fi de ça. Et malheureusement, il y a un tel lavage de cerveau au Moyen-Orient, dans le monde entier d'ailleurs, on le voit. Le problème qu'il y a entre les chiites. Alors, vous savez, c'est simple. Daesh, c'est des terroristes. Le Hezbollah, c'est des terroristes. Ni plus ni moins. Mais
Voilà, c'est des terroristes. Alors, quand on est avec ces résistances, quand on n'est pas d'accord, ces terroristes, bien entendu, je peux comprendre. Mais les chiites eux-mêmes n'en veulent plus. Attendez, le Hezbollah, c'est quand même les premiers, les chiites du Liban, qui ont accueilli l'armée israélienne en 82 avec du riz et des fleurs, à cause du problème palestinien. Ensuite, il y a eu l'implication de l'Iran qui voulait mettre le pied au Moyen-Orient, etc. Et si je vous raconte tous les dessous de l'affaire... Alors, Léo, on n'aura pas le temps de raconter tout. Il faut qu'on se concentre sur le Liban. Qu'est-ce qui va se passer demain, le 4 août ? Il va se passer que dans ce pays le plus corrompu du monde, où il n'y a pas d'eau potable depuis les années 80. D'ailleurs, quand j'étais chez mon oncle, j'ai voulu boire de l'eau robinet. Il me dit « Ah non, tu peux pas. » Comment je peux pas ? Parce que moi, je me souviens de mon enfance, on buvait de l'eau au robinet. Non, on boit de l'eau minérale. Je dis, quoi ? C'est mettre tonton, tu l'achètes où ? Il me dit, on a acheté 300 bouteilles, on tient le mois. Je dis, mais attendez, c'est pas de l'eau minérale, c'est de l'eau de pluie qui tombe sur la terre et qui est minéralisée, qui est filtrée, et ils vous vendent de l'eau de pluie depuis 40 ans et vous payez ça ? On est habitué, qu'est-ce que tu veux ? Bah oui, mais ils vont vous habituer à payer l'oxygène aussi quand vous allez respirer. 2 heures d'électricité par jour dans un pays. Alors, il y a 2 factures à payer, EDF, et puis les moteurs de quartier, les générateurs. Pas d'éducation, pas de système de santé, pas de sport. Il y a rien. Oui, c'est beau. C'est beau, c'est magnifique, ça se la pète, c'est bimbo, c'est magnifique. Haïfa Wahbe, les chansons libanaises, on adore, la cuisine est magnifique. Mais le pays... C'est vrai qu'elle est magnifique. Non, le pays est très beau. Le pays est très beau. La cuisine aussi est très bonne. À la cuisine, vous allez voir quand vous serez les bienvenus dans le meilleur restaurant libanais, qui est ma cuisine, vous n'allez pas être déçus. Parce que le hummus, je le fais pas en conserve, je le fais maison. J'adore cuisiner. Et toutes les cuisines du monde, parce que je voyage beaucoup et c'est ce que je ramène à chaque fois. Bon, bref. Ceci dit, avec toutes ces choses qui sont magnifiques dans ce pays, en avoir fait un enfer. Et quand vous avez un président de la République, Michel Aoun, qui a failli être un sauveur, qui dit à son peuple, si vous n'aimez pas ma politique, émigrez. Dans quel pays a-t-on vu un chef d'État qui dit si vous n'aimez pas mon politique, quittez le pays ? Ma question c'est qu'est-ce qui va se passer demain, Léo ? Il va se passer que ça va être l'enfer, parce qu'il a lui-même dit, le président, je vous emmène en enfer. Demain, 4 août, 1 an après l'explosion du port, grand rassemblement, grande manifestation de tout le pays. Je suis pas optimiste pour qu'il y ait un changement de système, et ce sera la plus grande manif au Liban qu'on ait eu depuis 2019, parce que c'est toujours des groupes de souar, des groupes de révolutionnaires. Vous savez, à l'image des gilets jaunes, voilà, ils sont 100, 200, 300, 1, 1000 qui bloquent une autoroute, les flics arrivent, l'armée intervient, mais là c'est le peuple qui descend dans la rue pour rendre déjà hommage à ce qui s'est passé, pour dénoncer. Ce sera un grand coup, ce sera une grande journée, et qui est soutenu par la diaspora libanaise, et aussi par le Conseil de coordination des Libanais de France. Vous êtes le président fondateur. Absolument. Provisoire d'ailleurs. Nous sommes tous des Libanais. Donc, quelles que soient nos religions, nos appartenances politiques, demain nous rendons hommage aux pompiers qui sont morts, aux centaines de gens qui ont perdu la vie, aux enfants, aux mères qui ont perdu leur gosse ou leur mari, à une ville dévastée, à 300 000 sans-abri, à tout ce qui s'est passé, à pas d'enquête, on réclame une enquête, et demain, nous, à Paris, on sera, et tout le monde est le bienvenu. C'est où à Paris ? C'est où ? Nous serons de 17h30 à 19h30 à Paris, métro Victor Hugo, sur la ligne 2, place Victor Hugo. Très bien. Et à Beyrouth, évidemment. Ça et à Beyrouth, et partout dans le monde, bien sûr. À Beyrouth, à Marfa, port Beyrouth, c'est-à-dire au port de Beyrouth, à Sehed Sassine, à Ashrafiyeh, à Tripoli, au nord-Liban, parce qu'on a une belle ville qui s'appelle Tripoli, qui est merveilleuse. Oui, absolument. De tout le Liban. Ah bah, t'es déjà venu ? Non, mais j'en ai entendu parler. Ah bah, je vais t'emmener, mon gars. Oui, pas de problème. Alors, voilà, je vais t'emmener parce que je te ferai... C'est pas dangereux de venir avec toi, non ? Ça va ? Non, parce que, vous savez, la vérité, c'est quoi ? C'est que toute la police et toute l'armée... je suis traité comme un roi, parce qu'ils voient qu'au-delà du problème confessionnel, qu'il soit policier chiite ou sunnite, ils voient que je me bats pour l'avenir de ses enfants. Et d'ailleurs, le 17 octobre 2019, quand ça a commencé dans ma cuisine, devant ma mère, qui est très âgée, handicapée, malade, quand elle m'a vu pleurer et trembler, elle avait jamais vu ça. Elle m'a dit, je te vois faire une bêtise, tu vas t'embarquer dans cette histoire.
J'ai dit, maman, je le fais pas pour le Liban, il est à moitié mort. Je vais pas le faire pour les Libanais. Ils sont un peuple de corrompus. Aujourd'hui, tu lui donnes $100, il est capable de te tenir le drapeau de ce que tu veux. Elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, maman, je le fais pour l'innocence des enfants, parce que ça me touche, parce que c'est eux la génération future. Inch'Allah, peut-être, Inch'Allah, avec eux, je verrai, mais malheureusement, je ne le verrai pas à cause de mon cancer. Je ne suis plus là dans 3 ans. C'est la vie, c'est comme ça, personne n'est éternel. Peut-être qu'avec ces enfants d'aujourd'hui, la génération de demain fera un Liban meilleur et un nouveau Liban. Donc je vous retrouve tous, s'il vous plaît. Si vous êtes à Paris, en région parisienne, je sais que certains seront au Conseil constitutionnel, d'autres seront en shopping, d'autres n'ont rien à faire. Venez nous rejoindre pour l'amour de la fraternité, de l'humanité, pour le Liban qui a besoin de vous et qui vous aime à partir de 17h30 et jusqu'à 19h30 à Paris, place Victor Hugo, métro Victor Hugo. Très bien. Razik Metiche, petite question à notre... invité, Léo Nicolian, très abîmé, on l'entend. C'est difficile de rebondir après tout ce qui a été dit avec l'émotion qui a été mise. Pas une question, une remarque concernant la révolution en cours au Liban, parce que pour moi c'est un processus qui est toujours en cours. Je sais que côté algérien c'est regardé avec beaucoup d'émotion, presque en miroir, parce qu'on a démarré une révolution, celle du sourire, en 2019 aussi, avec des objectifs louables, aussi de vouloir faire de l'Algérie, qui est une terre merveilleuse, une terre de promesses et qui accomplisse enfin ses promesses pour tous ses enfants. Et beaucoup de force, tout simplement beaucoup de force. L'Algérie envoie beaucoup de force, même ses enfants en France, en Algérie, un peu partout, et regardent avec émotion ce qui se passe au Liban, et force à vous. Alors attendez, puisqu'on parle d'Algérie, je suis un citoyen du monde, au-delà du français, du libanais et de l'arménien. Je voudrais embrasser tous mes frères, marocains, tunisiens, maghrébins, algériens, kabyles, de Tizi Ouzou à Béjaïa, de Oran à Annaba, de Alger à partout, car j'habite le 18e. Et les Algériens sont mon frère, tout comme les Marocains, tout comme les Français, tout comme les Sénégalais, tout comme les Ivoiriens. Mais là, ce que vous m'avez dit sur l'Algérie, je suis peut-être un des rares Libanais, un des rares Français et Arméniens qui militent toujours aux côtés du peuple d'Algérie, qui lui aussi est victime des généraux qui tiennent toutes les richesses d'un pays, un des plus riches du monde, en hydrocarbures. L'Algérien devrait avoir un salaire de 200 000 euros par mois aujourd'hui, depuis le temps où on a découvert toutes ces richesses. L'Algérie se meurt. Que ce n'est pas ni Bouteflika, ni un tel, ça c'est des pantins. C'est le système des militaires qui tiennent tout le pays. Et ça, c'est inacceptable. Il va falloir aussi, un jour, peut-être que la base militaire se révolte contre la hiérarchie et qu'elle soit aux côtés du peuple. Pour une Algérie vraiment libre, indépendante et souveraine, tout comme au Liban. Léo, elle a été aux côtés du peuple en 2019, pardon, lorsque les peuples a demandé le départ de Bouteflika. Il n'y a eu aucun incident. L'armée n'a fait qu'accompagner le peuple. Ça, il ne faut pas le nier quand même. L'armée a permis à ce qu'il y ait des millions de gens dans les rues. Mais absolument. Sans mais aucun incident. Tous mes amis en Algérie, je vais pas dire crèvent la misère, mais avec le salaire qu'ils ont, mais ils peuvent même pas louer un appartement à Alger, à Oran, à Annaba. Ils sont 4-5 à travailler. Et vous le savez mieux que moi. Oui ou non? C'est un peu plus complexe que ça. Voilà, c'est un processus qui est assez long. Ah ben je pense que depuis l'indépendance de l'Algérie, le processus aurait dû être terminé depuis très longtemps. Évidemment. Tarak, une petite question, une remarque que tu connais Léo. Écoute, moi, Léo, c'est une star du quartier. Ah ouais. Véridique. Léo, c'est un vrai journaliste. Léo, c'est un reporter de guerre et il est tout le temps en guerre. Et ce que je vois au Liban, je vois ce qui se passe aussi en Tunisie, en Algérie. N'oublions pas le Sénégal, et on en a avec Macky Sall, le copain de Macron. De cette instabilité qui perdure là-bas, et on aimerait plus de stabilité, que les peuples soient amis, que ce soit Europe, Afrique, Asie, et que il y en a marre de toute cette merde. Sérieusement, on vit un siècle de progrès et on n'a jamais été autant dans la merde alors qu'on est des milliards, c'est pas normal.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas Léo Nicolian et rendez-vous demain donc à 17h30. Merci de m'avoir reçu Victor Hugo. Merci de m'avoir reçu sur les antennes de France Maghreb 2 d'ailleurs que j'écoute. Ah oui. Ah bah oui Christophe. Et puis n'oublions pas que j'ai commencé ma carrière en faisant de la radio libre, c'était les années 80, radio pirate. Et puis Mitterrand est arrivé, il y avait les radios libres et voilà. Donc une radio que j'affectionne. Maintenant on n'est plus des pirates, on est des autorisés. Oui oui. Et là on est écouté au Liban parce que tout le Liban est au courant. On salue tous les amis libanais et j'ai hâte en tout cas personnellement d'aller visiter ce pays, ce beau pays, une culture extraordinaire. Tu connais la manouché ? Non, je connais pas. Non. Ah bah en France on mange du petit déjeuner, c'est les croissants. La manouché c'est. Moi ce que je préfère c'est les pâtisseries libanaises, franchement. Alors la manouché c'est le petit déjeuner, c'est comme la pâte à pizza avec du thym, c'est très bon, c'est à la mode en ce moment à Paris. Et je vais te faire non seulement goûter les bourmas à la pistache, les pâtisseries, mais des choses que tu connais pas, les knefés et surtout l'ataïf. Bon, alors là tu sais me prendre par les sentiments, Léo. Dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci. Oui, Razik. Juste un délice, le knafé. Je le prononce très mal, mais je le mange très bien. Ah oui. Le quoi t'as dit? Comment ça s'appelle? Le knafé, je le prononce un peu à la française. Le knafé. Tu connais Léo le knafé? Bien sûr. Le knafé tunisien, bien sûr qu'ils le font aussi. Le kalblouz. Ouais. Hein? Rania, palestinienne que Chanu, qui m'a fait découvrir. Ah oui, Rania, on salue évidemment. Il faut qu'on aille manger là-bas. J'embrasse tous mes amis iraniens aussi, le peuple. J'y ai beaucoup d'amis car j'ai fait le tour du monde et je leur dis Chetori, Salam, Khodo Hafiz. Merci Léo, à bientôt. Ah, une vraie légende, Léo. Merci. Incroyable. Merci à vous. Merci mon Léo, à bientôt et bon courage. Et à demain, place Victor Hugo, Trocadéro, à partir de 17h30 à 19h30. Absolument. Et on va suivre de près ce qui va se passer aussi à Beyrouth demain. Ça risque d'y avoir beaucoup de monde dans les rues, évidemment, et aux abords du port de Beyrouth. Merci beaucoup, Léo. À très bientôt. Merci d'être venu sur France Maghreb 2. Bon, les amis, avec Tarak Sassi, avec Razik Metiche, vous savez, quand il y a des messieurs comme ça avec une histoire et un parcours assez rempli et extraordinaire, on a juste à s'incliner à écouter. Hein. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, avec beaucoup d'humilité, en direct sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Et on souhaite évidemment le meilleur pour le Liban et pour le peuple libanais qui retrouvera sa souveraineté, on l'espère, son indépendance aussi, et que ce pays puisse enfin respirer, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été épargné. C'est moins qu'on puisse dire entre les guerres civiles et les différentes explosions comme celle survenue il y a un an. Évidemment, et France Maghreb 2 s'était d'ailleurs immédiatement mobilisé. Mais je suis encore en vie, c'est ça qui est important. Oui, bien sûr. Et tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai oublié de signaler que j'ai un camion 24 tonnes qui m'est rentré dedans. C'était une tentative d'assassinat. Et j'accuse formellement les services français, car j'ai filmé des choses au port de Beyrouth je n'aurais pas dû filmer. J'ai été le seul à pouvoir y pénétrer grâce à l'armée libanaise, grâce au colonel Jean Khouri, et arrivé au quartier français, ça leur a pas plu. Bon, c'est vos propos, et ça n'engage que vous, cher Léo, évidemment, sur ces accusations. Merci beaucoup, à bientôt Léo. Merci, au revoir. 01 40 33 9000 pour parler un peu du pass sanitaire. Ça fait l'objet en ce moment de beaucoup de débats en direct à la radio, à la télé. Et ce fameux pass sanitaire qui passera son oral au Conseil constitutionnel ce jeudi. En effet, il doit l'examiner et rendre sa réponse concernant son application ou non. Ça sera le 9 août si tant est que le Conseil constitutionnel valide tout cela. Aux manettes, le président, c'est Laurent Fabius. Apparemment, il y a des petits conflits d'intérêts, je ne sais pas si tu as suivi Razik, avec son fils, Thomas Fabius, je crois, ce qu'il s'appelle. Absolument. Voilà, donc des petites choses un petit peu bizarres. Et en même temps, vous avez ces avocats qui se mobilisent, qui se sont mobilisés dans une tribune qui a été publiée uniquement d'ailleurs sur Mediapart et aussi dans un autre journal dont je ne me rappelle plus le nom, qui a du mal à se faire l'écho. Et les avocats aussi, ces mêmes avocats, et à la manœuvre, Maître Maghrebi, que vous connaissez tous, a saisi le Conseil constitutionnel aussi concernant ce pass sanitaire. Razik, vacciné ou pas, ça ne nous regarde pas finalement, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans cette question et le secret médical doit être respecté. Ceci étant, la France et le président Macron a encore fait hier, non plus son rôle de président, mais plus un rôle d'influenceur en t-shirt, en vacances, en répondant aux questions, se prenant pour un docteur plus que pour un président, répondant aux questions des Français. Razik Metiche, le pass sanitaire, ça ne passe pas pour une petite, pour l'instant, minorité de Français, puisqu'ils étaient 200 000 dans les rues de France. On est en plein mois d'août. Est-ce que tu crains justement cette colère qui risque de s'accentuer, notamment à la rentrée ? Oui, plus en plus. Après, ce qu'il faut bien voir, 200 000 personnes au mois d'août
en France sans aucune organisation qui porte la thématique, ça relève du succès et du franc succès. Pour être très franc, il y a quelques éléments qui corroborent cela. Comme je dis, aucun parti politique ne soutient officiellement ou appelle officiellement à ces manifestations. Aucun syndicat, aucune grosse organisation militante n'appelle aussi ou soutient ces mobilisations. À la rentrée, et on va toucher, je pense, un petit peu, on va toucher aux fondamentaux lorsqu'on va parler de vaccination des enfants. Certains vont se dire, voilà, moi je suis prêt à tout accepter, de perdre mon travail, de perdre du salaire, de pas me faire vacciner ou au contraire de me faire vacciner, d'avoir ce pass sanitaire, mais je ne veux en aucun cas qu'on touche à mes enfants. Moi j'ai des personnes proches de moi qui ont des enfants qui sont au collège, qui ont fait tous les efforts lorsqu'il s'agissait de leur propre personne et de leur propre santé, de leur propre risque, mais qui bloquent des cas de fer lorsqu'on en parle de leurs enfants. Donc est-ce que ce mouvement est fait pour perdurer? Je le pense. Et même en allant plus loin, on sait très bien qu'il y a une frange d'irréductibles, d'anti-vaccins, pas de problème, on les connaît, on sait c'est qui, mais c'est pas là le gros des troupes. Le gros des troupes, ce sont des personnes qui sont raisonnées, raisonnables, mais qui voient qu'encore une fois, la variable d'ajustement devient les libertés publiques. Qu'on se trompe pas de combat, Razik, parce que effectivement, on peut s'y tromper et s'y perdre. Il s'agit pas d'être anti-vaccin. Non, il ne s'agit pas d'être un vaccin. Moi, je vais. Et d'ailleurs, la tribune d'avocats, je sais pas si tu as eu l'occasion de la lire, elle est très claire là-dessus. Elle est très claire. Voilà, enfin, on n'est pas pro pour ni le anti. coup, on sait lorsqu'une liberté nous est enlevée, on ne sait pas, et elle revient quasiment jamais. à l'état dans lequel on l'a perdue. C'est ça. Comme je le disais moi à mon cercle d'amis, le monde que l'on a quitté en mars 2020, je suis quasiment certain qu'on ne le retrouvera pas. Ouais. C'est terminé, c'est un monde qui est terminé. C'est ça. Et c'est ce qui est un petit peu affolant, et moi je terminerai par là, c'est que depuis une dizaine d'années, on a pris des libertés et on a pris beaucoup de latitude sur les libertés publiques. On a eu le droit à un état d'urgence suite aux attentats, on a eu la réactivation de textes de loi qui dataient de la guerre d'Algérie, on a aujourd'hui des lois d'exception concernant la santé des Français. Je veux bien que la fin justifie les moyens, mais on est en train de justifier l'injustifiable et on est en train d'ouvrir une porte de Pandore et on ne sait pas quand on la refermera. Après, bien évidemment, j'entends le camp opposé qui nous oppose qu'il n'y a pas d'autre solution que le pass sanitaire, mais lorsqu'on ne cherche aucune solution et qu'on nous impose qu'une seule solution, c'est logique qu'elle apparaisse comme l'unique et seule solution. En même temps, la stratégie a l'air de fonctionner parce que les gens vont se faire vacciner en masse. On espère d'ailleurs, on a annoncé hier que l'immunité collective serait de rigueur à l'automne. Donc pour l'instant, la stratégie du président de la République et du gouvernement a l'air de fonctionner, Tarek. Bah, tu sais, quand t'as Ariana Grande qui dit qu'elle est disponible sur Instagram pour encourager les gens pour aller se vacciner, moi le premier, j'ai pris rendez-vous, quoi. Ah ouais. Bah oui, non mais on en est là, ça devient ridicule, ce qui s'est passé sur TikTok et Instagram est tout simplement ridicule et tout simplement pas digne d'un président de la République. Je vais juste t'expliquer ce qu'on a fait tout à l'heure avec notre collègue et ami Nicolas Janté. On est venu dans le 18e. Qui sera là vendredi. Qui sera là vendredi et il pourra te faire un retour. On est descendu ensemble à Marx-Dormois, on a traversé le pont Riquet, qui est sinistré bien sûr par tout le délaissement qu'il y a eu à cause de la crise sanitaire. Et il a eu l'occasion de parler avec les restaurateurs et ceux qui tiennent les cafés. Et eux-mêmes voient deux choses, soit ils ferment, soit ils mettent en application le pass sanitaire parce qu'ils ont peur, parce que il y aura les organes de surveillance et de répression sur eux spécialement, et non pas sur les toxicomanes, les criminels et tout le reste, spécialement sur eux, et on les a vus à l'action sur des boulangers dans le 18e et dans le 19e arrondissement, pour faire fermer administrativement. Et ça, je trouve que c'est tout simplement une honte de s'attaquer aux gens qui travaillent, au gagne-pain des gens, et surtout, il ne faut pas oublier un truc, nos restaurants parisiens participent à l'animation et à la joie de vivre parisienne. Quand on touche à un restaurant de Paris, on touche à un organe de la vie et de la culture parisienne. Donc, en somme, Emmanuel Macron, il touche d'une manière à travers la législation, il touche au savoir-vivre
qu'on a, quoi, à la culture, à comment on est, à l'économie. Et sérieusement, ça devient indécent. Ça devient indécent. Les vrais problèmes ne sont pas réglés. Ça veut dire la précarité, l'insécurité, et j'en passe. Alors l'indécence, ça peut être aussi ceux qui défilent derrière un certain... comment s'appelle-t-il Florent Philippot. Voilà, Florent Philippot. Qui essaie de se refaire la coupe sur problème sanitaire. C'est ça, qui essaye de récupérer un espèce d'aura politique. Alors lui, c'est pas contre le pass sanitaire, lui, c'est carrément contre les antivax, quoi, qui sont derrière lui. Et il draine du monde, Razik. C'est inquiétant, ça. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète personnellement. Bien sûr. Cette convergence de certains extrêmes, j'avais la même inquiétude aussi sur la manif pour tous. À une certaine époque, on il y a des auditeurs, converger... Razik, pardon, et des auditeurs qui nous ont dit ici ne pas avoir de problème à défiler derrière ça m'inquiète Philippot, bien sûr. Parce que lui, selon certains auditeurs, représente celui qui va dénoncer toutes ces libertés qui sont retirées, etc. Attention. C'est inquiétant, et il faut quand même avoir à l'aune et à l'esprit qu'on a 10 ans de propagande d'égalité et réconciliation qui pousse justement pour qu'il y ait des convergences entre l'extrême droite et les quartiers. Là, on parle de Soral. Là. Est-ce qu'on parle de Soral? Mais c'est un peu la même tambouille, excusez-moi de le dire vulgairement et de faire le raccourci. Un antisémite notoire. Il y a des gens qui poussent pour qu'il y ait une convergence entre l'extrême droite et les quartiers, ou entre l'extrême droite et les gilets jaunes, entre l'extrême droite... Qui n'a jamais marché d'ailleurs pour l'heure. Oui, pour l'instant, ça n'a jamais Elle a marché. quand même été présente. C'est en train de se faire. Il y a des gens qui, justement, font en sorte que ça ne se fasse pas, mais il y a des gens qui poussent très fort pour que cela se fasse. Ouais. Et moi, ça m'inquiète. Ouais, Tarak, elle a jamais trop fonctionné, cette convergence. Franchement, je vais te dire un truc. Depuis début 2000, la présence de Soral, les vidéos Dieudonné, tout ça... Ça fait des dégâts. C'était là. Je veux dire, le nombre de mecs qui ont ruiné leur carrière, leur vie citoyenne, parce qu'ils ont fait une quenelle, tout simplement. Mais c'est là, c'est présent. C'est là, c'est présent. Si je te dis, un jour, on a eu TV Liberté qui est venu faire un reportage dans le 18e, et que tous les jeunes du 18e arrondissement, de toute origine confondue et d'origine immigrée, regardent TV Liberté. Ça veut bien dire, en fait, que ces gens-là ne croient plus aussi au système. Et qu'à un moment donné aussi, à trop diaboliser un Philippot, on lui donne aussi trop de force. Et Philippot, en fait, c'est rien. C'est un politicien comme un autre. Je pense pas qu'il soit pire que De Villiers. Oui, bien sûr. Je pense pas qu'il soit pire que un Valls ou quoi que ce soit. Je pense même que vous, chroniqueurs, moi aussi, l'inviter à débattre et confronter les idées. Ça aussi, c'est important parce que si on le laisse dans son coin, il va avoir en fait une espèce d'armure de cristal qui fera que, on va le voir comme quelqu'un Alors d'illuminé. ici, à la radio Tarak, ça a toujours été le choix de la direction de ne pas inviter des gens du Front National ou de l'extrême droite. C'est un choix que moi je respecte, je m'y tiens, mais je suis assez favorable aussi au dialogue et au débat. Étant dans cette entreprise, je me plie évidemment au... Voilà. Bien sûr, après voilà, si je respecte le choix et je le comprends. Voilà. S'il y a eu un choix, on n'a pas envie de donner de l'aura à des gens de l'extrême droite. Ici, à France Maghreb 2, ça a toujours été le cas. Je vais te rappeler quelque chose, Christophe. Il faut te rappeler que Bruno Pelletier, qui a été conseiller de Villiers et conseiller de Sarkozy, était un ancien du Front National avant de devenir UMP. Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, pas les ponts, enfin les digues ont rompu. Alors 0140 33 9000 les amis, on en parle dans un instant de ce fameux pass sanitaire qui passe en oral, donc au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez qu'il va passer largement? A priori, il n'y aura pas de problème, ça va passer tranquillos. On en reparle dans un instant avec vous au 0140 33 9000. Est-ce que la communication gouvernementale et de Macron vous a-t-elle fait changer d'avis ou pas? On en parle aussi, et du mercato aussi. Là, on va perdre un peu Tarek quelques instants, parce qu'en foot, il est nul. Hein, il est peut-être meilleur en catch qu'en foot. Dans un instant, on est de retour. À tout de suite. Et voilà, je me suis fait encore manger par la pub. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, parce qu'on a changé un petit peu des choses à la radio. Vous savez, j'étais à Marseille, et quand on revient de Marseille, on n'est jamais pareil. Vous savez, quand on part à Marseille, c'est fini. Mais la Marseille, c'est pas la France, Razik. Hein. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un truc bizarre, tu vois. Comme ils ont un same but différente. Ah ouais. Non, c'est extraordinaire. On a passé une super semaine. D'ailleurs, mardi dernier, nous étions à Emmaüs Pointe-Rouge. On a rencontré des gens formidables là-bas. Vraiment, c'était une belle émission. Et voilà, on a été aussi au port international de Marseille mercredi dernier pour assister au départ du bateau d'aide humanitaire à l'initiative de la mairie de Marseille pour la Tunisie. Et on a été, enfin pas nous, mais les élus, chassés
par les dockers. Ils tiennent tout là-bas. C'est une vraie mafia, les dockers à Marseille. Il faut le savoir. Ah ouais, il faut le savoir. Et peu importe qui vous êtes. Hein. Il y en a un, il dit je suis représentant du maire de Marseille. J'en ai rien à foutre, lui a-t-il dit. Vous êtes chez nous ici. Vous n'êtes pas chez vous. Voilà. Comme ça, au moins, le cadre est posé. Ah, le cadre est posé. C'était très violent. C'était bizarre à voir. C'était la première fois que je voyais un truc pareil. Il fallait aller à Marseille pour le voir. En tout cas, je resalue toutes celles et ceux qu'on a eu à croiser. Et une mention spéciale à Mustapha, qui d'ailleurs fête son anniversaire aujourd'hui, le restaurant Le Fémina, qui nous a accueillis chaque matin, qui est un restaurant qui a fêté ses 100 ans, la semaine où nous y étions. 4 générations, on y mange un bon couscous à l'orge, Sokso en kabyle, je sais plus comment ça se dit. Tamzin, exactement. C'est très bon, on s'est régalé, c'était magnifique. Bon, après ce petit aparté culinaire, je vous invite à y aller d'ailleurs si vous êtes du côté de Marseille. Tu m'as donné faim d'un coup. Allez goûter ce couscous, ce Sokso. D'ailleurs, il y a le festival du couscous, c'est le 4 septembre à Marseille, dans le quartier Hanoï. Donc dans cette rue du musée à Marseille où se situe le restaurant Le Féminin. Allez-y, vous allez passer un très bon moment. On va vous montrer comment on roule le couscous à la main, tu sais, comme à l'époque en Kabylie, quoi. Ça s'est perdu, ça. Ah ouais, Moi, je l'ai vu quand j'étais petit. C'est pareil. Aussi, c'est des beaux souvenirs. C'est des beaux souvenirs. Hein. Ouais, tu voyais les dames âgées comme ça en train de Proust un peu quelque part. Ouais. On voyait les dames âgées comme ça rouler le couscous fait à la main, etc. C'est un truc de fou. Voilà. Bon, alors le pass sanitaire, il passe son oral. Le Conseil constitutionnel, ça va passer, Razik ? Je pense que le Sénat a fait tout le travail ce week-end. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pass sanitaire a déjà été présenté à l'Assemblée nationale. Oui. Il y a ce qu'on appelle la navette, donc ça veut dire qu'il va au Sénat. Il faut reconnaître ceux-là aux sénateurs et au Sénat dans l'institution. Ils ont une technicité dans la loi, une approche technique où ils ont réussi justement à enlever tous les écueils qui feront que, logiquement, le Conseil constitutionnel devrait valider l'ensemble du pass sanitaire. Ouais, devrait. Dans la logique. Tarek, tu le sens comme ça aussi ? Ça va passer ? Moi, personnellement, ce que je vois, c'est quand on regarde les autres pays, c'est une volonté de l'Union européenne et que depuis 2000, on a essayé de résister un petit peu avec Chirac, mais depuis 2000, la France fait partie des États-Unis d'Europe et que forcément, on va rentrer là-dedans. Et puis j'avais une amie qui était spécialisée aussi là-dedans, qui s'appelait Isadora, qui à la fac d'Evry, qui m'avait expliqué que vraiment on rentre dans un fédéralisme européen digne des États-Unis. Ouais. Après, ce qui est drôle, c'est que l'Allemagne ne choisit pas cette voie, par exemple. Ouais. Enfin, pour moi, dans mon analyse, ce que l'on paye de base, c'est que on a eu 6 mois où officiellement on devait nous expliquer, nous convaincre, etc. Ces 6 mois-là ont été... C'est peut-être là où ça a été... Ça a été très mal fait, ça a été très mal géré. Dès le début, et on rajoute aussi la suspension de quelques jours de l'AstraZeneca qui a totalement brouillé le message. C'est ça. Et en plus de cela, on a dit tout le contraire de ce qui s'est fait aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a dit qu'il n'y aurait pas d'obligation vaccinale et qu'il n'y aurait pas de pass sanitaire pour la vie quotidienne. Ouais. Et au final, il s'est dédié. Et là encore, enfin voilà, au niveau de l'acceptabilité, demain, les Français, ça va être très, très difficile sans les contraintes de les faire accepter ces décisions. Et ça pose un vrai problème en termes de consentement au pouvoir. Et on commence à parler de la 3e dose. Est-ce que vous savez pourquoi on parle de la 3e dose ? Parce que tout simplement, le variant et le virus se transforment. Oui, alors il n'y a pas que ça. Il y a surtout un intérêt stratégique avec l'arrivée du vaccin Sanofi. D'accord. En décembre. Et là, il va falloir préparer l'opinion publique à la 3e dose, puisqu'on nous dit qu'au bout de 6 mois, après avoir reçu la 2e dose de Pfizer ou de Moderna, qui d'ailleurs en ont profité pour augmenter leurs tarifs à la renégociation. C'est proprement scandaleux. Ce qui est proprement scandaleux. D'ailleurs, Pfizer a été condamné à de multiples reprises pour corruption et pour malversation, etc. Depuis 2009, on parle de milliards qu'ils ont dû à payer en amende. Voilà. Et donc pour tout ça, pour dire qu'effectivement, il y a le Sanofi qui arrive sur le marché et il va falloir l'écouler. Donc la 3e dose est très importante puisque au bout de 6 mois, après avoir reçu la 2e dose, le vaccin est beaucoup moins efficace. Donc voilà, c'est pour là ça. Aussi, les données sur les scientifiques, il n'y a pas de consensus pour. Je vais pas me faire passer. Il y a eu du consensus nulle part, c'est ça le problème. Mais oui. Et voire même que certains épidémiologistes, virologues disent que les 2 doses sont largement suffisantes, sauf sur des cas très précis et très ciblés. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça passera certainement jeudi. Ça veut dire qu'à partir du 9 août, il va falloir observer tout ça, parce qu'il y a des restaurateurs qui ont dit, et beaucoup, qui ne demanderont pas le pass sanitaire à leurs clients. J'en ai croisé pas mal d'ailleurs à Marseille, il y en a aussi à Paris, et puis d'autres ailleurs en France qui disent nous ne demanderons pas le pass sanitaire.
Ils ne veulent pas. Nous ne sommes pas des flics, nous ont-ils dit. On est simplement des restaurants qui veulent accueillir des gens pour apprécier un bon repas. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs au 01 40 33 9000. S'ils veulent nous appeler, c'est maintenant que ça se passe. N'hésitez pas pour nous dire un petit peu comment ça va se passer. Parce que le 9 août, si vous n'avez pas votre vaccination, eh bien, vous ne pourrez plus aller au restaurant, sauf si vous... Il y a quand même des précisions à apporter. Par exemple, il y a certaines salles de musculation qui Oui. accueillent des gens sans passe sanitaire dans la limite des 49 personnes. Oui. Et il y a des snacks qui n'appliqueront pas le passe sanitaire parce qu'ils ne vont pas accueillir les 50 personnes. Ouais. Et donc là-dessus aussi, il y a encore un flou. Ouais. Il y a encore un flou. Il y a un flou, effectivement, sur beaucoup de choses, mais on va voir comment ça va se transformer. Quoi qu'il en soit, les centres commerciaux, ils ont gagné. Hein. Pas de passe sanitaire, visiblement. Pas de passe sanitaire. Ouais, ça a été chaud. Au-delà de je sais plus combien de milliers de mètres carrés, je crois. Mais même, je crois que c'est... Non, c'est pas de passe sanitaire du tout. D'accord. Oui, effectivement, on parlait de plus de 20 000 mètres carrés, et puis finalement, plus rien. Donc, tout le monde va pouvoir aller faire ses courses ou aller... Mais tu sais que c'est un faux débat parce que quand il y avait eu les attentats terroristes de 2015 à 2018, on était obligé de présenter nos sacs. Et moi, des fois, quand je partais au catch, je rentrais avec ma valise, j'étais obligé de l'ouvrir. Ouais. Et ça pouvait prendre le temps que ça prenait, mais chaque personne était contrôlée. Donc je pense que c'est un faux débat. Mais encore une fois, les centres commerciaux, grâce à leur puissance et grâce à leur lobbyisme, ils ont gagné. Et tant mieux. Et c'est ça, en fait. C'est nous, on aurait dû prendre exemple aussi. Hein. Je veux dire, peu importe les corps de métier, ils auraient dû prendre exemple. Bon, on verra cela en tout cas, comment ça va se passer. On est en mois d'août, c'est les vacances. Les gens sont censés aller partir se reposer. D'ailleurs, on les a incités à partir uniquement en France pour faire relancer l'économie. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Il y a du monde sur la côte d'Azur, il y a du monde sur la côte ouest. Les réservations sont au beau fixe. Voilà, les commerçants reprennent des couleurs un petit peu en espérant que ça puisse continuer. Et on a une grande pensée pour la Guadeloupe, pour la Martinique et pour la Réunion qui sont de nouveau confinés face à ce variant et à ces pays aussi. Alors là, il y a par exemple au Maroc, ça commence à repartir puisque l'accès à Marrakech, Casablanca et une autre ville dont je ne me souviens plus le nom est désormais interdit. Voilà, le couvre-feu fait son retour. Voilà, au Maroc, ça repart, il n'est pas exclu. D'ailleurs, on avait cette info depuis une petite semaine qu'il y ait une fermeture des frontières dans les 15 jours qui suivent. Voilà, parce que l'épidémie repart sec au Maroc. Quand on parle aussi de la Tunisie, bon, alors il y a la crise évidemment sanitaire, mais il y a une crise politique aussi en Tunisie, Tarak. Avec le coup de Kais Saïed qui a donc exigé l'arrêt du Parlement pendant un mois, qui a dégagé le Premier ministre et voilà, aujourd'hui on est un petit peu à l'arrêt dans l'expectative de ce qui va se passer aussi côté Tunisie. Ça s'est un peu calmé d'ailleurs parce que je crois qu'il y avait pas mal de manifestations devant le Parlement. C'est des manifestations en règle générale pro-Kais Saïed, mais j'ai l'impression que les Tunisiens croient au Père Noël. Ils ont cru à la révolution, ils ont été déçus. Après, je te le jure, ce que je te dis, c'est vrai. Ils ont chanté, après 3 ans après la révolution, ils ont chanté les louanges de Ben Ali. Maintenant, plus personne ne se cache qu'ils étaient pro-Ben Ali parce qu'ils vivaient bien à l'époque de Ben Ali. Et là, maintenant, en fait, tout le monde a espoir avec Kais Saïed. Mais il y a un truc qui est tout simple, parce que moi, je suis cohérent, je suis cartésien et je vois ce qui se passe. Et je suis très investi sur la Tunisie et tu sais à quel point je suis nationaliste. Et là-dessus, je mets au défi n'importe qui de me dire que la Tunisie n'est pas bien. Mais bon, c'est un autre débat. Alors, comment on va faire pour défaire toutes ces alliances qu'il y a avec le Qatar, la Turquie, la Chine, les États-Unis, le Canada, les banques anglaises qui ont été faits avec Enada. C'est impossible. Donc, en gros, pour l'instant, il y a 2 solutions pour Kais Saïed. Soit, à un moment donné, il va s'écraser, soit il va devoir démissionner parce qu'il ne pourra pas continuer ce qu'il fait. Et tout simplement, la Tunisie est en train de vivre un grand bluff. Ils ont un petit espoir, mais ça va redescendre. C'est malheureux. C'est malheureux et j'espère avoir tort. Mais la Tunisie est foutue parce que depuis ces 10 dernières années, il y a eu tellement de corruption, tellement de ventes, tellement de prise d'intérêt sur la Tunisie, un peu comme au Liban, comme expliquait Léo, qui fait que la Tunisie est totalement foutue. Les 32 milliards du FMI, qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est fini. À un moment donné, les choses vont revenir à la normale. Peut-être
que il va avoir un petit peu du pouvoir d'achat qui va remonter, mais rien de plus. Alors ça commence à baisser, point de vue Covid-19, là, a priori, ça commence à baisser. Oui, parce qu'il y a les vaccinations en masse, il y a beaucoup de choses qui se font, c'est pas le problème. Il y a une volonté aussi du monde entier pour arranger. Oui, non, mais il y a une volonté du monde entier, parce que tu sais, 12 millions d'habitants, c'est pas les 40 millions qu'il y a en Algérie, c'est pas les 40 millions qu'il y a au Maroc, 12 millions d'habitants, ça s'arrange très très vite, c'est pas un problème. La Tunisie, ça peut très très vite s'arranger, mais on va privatiser. Et il y a beaucoup de Tunisiens qui n'auront plus les moyens de vivre dans la Tunisie hyper privatisée et ultra capitaliste qui s'est construit. Et c'est ça la réalité. Et ça va être encore des Tunisiens qui vont mourir dans la mer Méditerranée et qui vont se retrouver en errance en France ou ailleurs à faire n'importe quoi. Razik, ton analyse sur ce qui se passe en Tunisie, sur cette crise politique là qui a été déclenché par le président Kais Saied. C'est un bras de fer qui s'engage et je pense que Tarak l'a très bien résumé. Et malheureusement, Kais Saied n'a pas la force qu'il prétend avoir. On est sur du bluff. Donc là, il a fait tapis. Il met toutes ses forces avec l'arme constitutionnelle que lui donne l'article 80. C'est un coup d'État ou un coup constitutionnel ? Non, c'est un coup d'État constitutionnel. Il a le droit. Il a le droit. Il a usé de ses prérogatives au maximum. Maintenant, on n'est pas sous la 5e République et c'est pas le président français dans la mesure où il n'a pas le pouvoir de dissolution, le pouvoir ou un pouvoir un pouvoir de mouvement et qu'il ne bénéficie de quasiment aucun soutien dans les partis actuels en Tunisie. Donc ça va être très compliqué pour lui. Il y a une marge de manœuvre assez réduite. Il y a une marge de manœuvre assez réduite. Pour autant, je salue son courage politique parce qu'il a fait ce qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Oui, ça c'est vrai. Ça veut dire que lorsqu'il a apparu dimanche soir à la télévision, le dimanche qui avait précédé, la rue tunisienne était en ébullition, la situation sanitaire était catastrophique et les Tunisiens se sentaient un petit peu orphelins de leur classe politique. Aujourd'hui, il apparaît vraiment comme le chef de la nation tunisienne, même s'il n'a pas tous les moyens, il a quand même quelques moyens, et il me semble que l'armée le soutient, que l'État tunisien profond, je ne sais pas si on peut donner cette expression, mais dans les fonctionnaires, dans les professeurs, vraiment dans cette classe moyenne tunisienne, il est apprécié, il a de quoi se faire apprécier, donc même s'il n'a pas tous les pouvoirs, même s'il n'a pas beaucoup de pouvoir, j'attends de voir et j'espère qu'il pourra jouer sa partition. Après, comme l'a dit Tarak, malheureusement, il y a des choses qui vont pas se décider en Tunisie. Lorsqu'on a autant de dettes au FMI, lorsqu'on doit en plus reprendre un crédit, lorsqu'on sait que le FMI passe sous les fourches codines du néolibéralisme, les services publics, l'éducation, tout ce qui est subventionné, oui, vraiment, c'est inquiétant pour la Tunisie. Et, on rappelle qu'en matière d'éducation, la Tunisie était un des pays plus avancés. Pour bien le sûr, coup. bien sûr. Maintenant, c'est désastreux. Maintenant, Ouais. c'est désastreux. Il a raison, Razik, Tarak, tu partages son analyse sur le coup de... On se rejoint totalement. Et la Tunisie, elle est contrôlée par à peu près 400 grandes familles qui étaient écrasées à l'époque de Ben Ali. À l'époque, il n'y en avait qu'une. À l'époque, il n'y en avait qu'une, mais ces familles-là existaient parce qu'elles s'enrichissaient sur la Tunisie et sur l'étranger. Et c'est des familles qui pèsent des milliards, hein. C'est pas des petites familles, hein. Il y a des très très riches en Tunisie qui pourraient vraiment relancer. Je le dis, je le répète, il y a du pétrole en Libye, il y a du pétrole en Algérie. Faut pas me dire qu'il n'y a pas de pétrole en Tunisie. Il y en a, et il y en a toujours eu à Tataouine, mais on a essayé de cacher, maintenant ça se révèle. Le phosphate va reprendre, mais ça ne profitera pas au peuple. Encore une fois, il n'y a pas une redistribution. Et ce qu'il y avait de bien sous la dictature de Ben Ali, et je vais dire la dictature de Ben Ali pour ne pas froisser les gens, malgré que cette période me manque, parce qu'il y avait de la stabilité et tout le monde était heureux, les gens mangeaient. Heureux, ça dépend lesquels. Il y a des gens les gens mangeaient. Après, voilà, je veux dire... Bien sûr. Sous une dictature, il n'y a jamais trop de gens heureux, quoi. Oui, mais donner à manger aux gens et c'est puis fermer leur gueule, quoi. C'est ça. C'est malheureux, mais tu verras qu'en Irak, les gens te disaient on était plus heureux sous Saddam Hussein. C'est comme ça. Et les gens étaient plus heureux sous Kadhafi. Maintenant, tout le monde pleure. L'Afrique entière pleure Kadhafi. Je crois que la plus grande perte qu'a eu l'Afrique, c'est Kadhafi. Ouais, je suis assez d'accord. Razik ? Oui, après, moi, je suis complètement d'accord, mais ce qui me gêne, c'est que, et au-delà même de l'Afrique, c'est au niveau mondial, l'idée même de démocratie est en train de prendre des coups massifs et qui sont en plus presque validés par l'expérience. Lorsque vous dites à un Tunisien la démocratie, aujourd'hui, vous vous dites, ouais, pourquoi pas, mais... Quel chier. Voilà.
C'est ça. Et dans beaucoup de pays, c'est ça. Même par rapport à la gestion du Covid, on se dit que les démocraties ont failli dans la gestion sanitaire du Covid, là où la Chine, avec des moyens draconiens, a su stopper l'hémorragie. Donc vraiment, l'idée même de démocratie, pour moi, sort écornée en ce début de 21e siècle et c'est pas bon signe. Jamel est avec nous pour finir. Jamel. Bonjour à tous les auditeurs. Salut Jamel. Bonjour. Mais tu pars pas en vacances, toi? Ça fait 16 ans que je suis pas parti en vacances. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Jamel? Je suis chef d'entreprise. Ah, d'accord. Ça Eh va ouais, bien, ouais. Croy. Tu fais quoi comme boulot, comme entreprise, c'est quoi? Transport. Très Ouais. bien. Bon, qu'est-ce qui se passe, mon Jamel? Moi, c'était juste pour dire que l'Algérie, elle va jamais lâcher les Tunisiens. Elle va toujours les aider. On n'a pas oublié ce qu'ils ont fait pendant la guerre d'indépendance pour nous, les Tunisiens. Et pendant la guerre civile aussi. Faut pas que les Tunisiens ils plongent dans comme ça, qu'ils n'ont pas le moral. C'est vrai qu'actuellement que le Covid, c'est tout le pays qui n'a pas le moral. Mais en tout cas, il y a une chose dont je sais, moi, je suis sûr à 100%, le peuple algérien ne lâchera jamais les Tunisiens. On n'a pas oublié ce qu'ils ont fait pour nous pendant la guerre d'indépendance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci, mon Jamel. Merci beaucoup. Mais de toute façon, les Tunisiens le savent parfaitement. Parce que, après les attentats, je crois, du Bardo, Absolument. voilà, les Algériens sont partis en masse pour sauver la saison touristique tunisienne. Les Algériens étaient par millions. Oui, par C'était millions. Incroyable. Absolument. C'était incroyable. Les Algériens, l'Europe entière avait déserté. Absolument. Et les Algériens étaient là. En plus, il y en a qui ont acheté des maisons, qui ont investi. Et depuis longtemps, ils investissaient. Depuis longtemps. Il y a même des mariages mixtes à force de... Enfin, il y a eu beaucoup de mariages mixtes. Enfin, c'est vraiment... Mais on est le même peuple. C'est deux peuples frères, pour le coup. Moi, et deux pour moi, États on est le frères. même peuple. Pour moi, quand je te vois et tu me vois, on est tous les deux maghrébins. Sauf que vous chantez quand vous parlez. Et sinon, voilà, c'est ça. C'est la filière italienne, en fait. Ouais, c'est ça, c'est l'influence italienne. Et sinon, Dans un instant, mon Tarek, on va te perdre un peu, mais on va parler de football. Le mercato, oui, les arrivées, les partants. On va faire un peu le point avec notre ami Razik Metich. On avait mis un peu en suspens durant 2 semaines, là, mais on va continuer parce que ça dure jusque fin août, hein, Razik. Hein. Oui. Fin août, 31 août, terminé. Absolument. Voilà, on range les chéquiers. 31 août pour l'instant. C'est normal, c'est début août, c'est un peu calme, ça reprend le championnat. Et voilà, on attend la dernière minute parfois pour faire la bonne affaire. En tout cas, ça a pas mal recruté. Il y a 2 clubs qu'on suit en particulier. Bon, vous nous excuserez. Marseille-Paris, ça a bien recruté. On va voir ce que ça va donner. Et j'ai l'impression que cette année, en tout cas les Marseillais me l'ont dit, mais bon, vous les connaissez les Marseillais, ils sont toujours derrière leur équipe. Et à l'excès, voilà. Ils ont dit, cette année, pour nous, l'OM va gagner le championnat de France. On attend de voir, à tout de suite. Magnifique action. Dans un instant, Libertad, hein, vous allez pouvoir nous appeler, on ne sait pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire, vous allez pouvoir nous appeler peut-être pour réagir à l'émission, un coup de gueule, un coup de cœur, nous faire part de ce que vous avez envie de nous dire en direct à la radio, c'est votre moment de gloire, vous allez pouvoir le faire en direct, le peuple qui s'exprime tous les jours dans cette émission dans le cadre de Libertad dans un instant, mais juste auparavant, un petit point mercato les amis, on parle de foot avec Razik Metich. Alors, quelles sont les arrivées et les départs depuis qu'on s'est parlé, mon Razik? Il y a un club vraiment qui a occupé la une de l'actualité sportive du mercato là, en France, c'est l'OGC Nice. Ouais, c'est clair. L'OGC Nice a été racheté il y a 2 ans de cela par la plus grande fortune d'Angleterre. Ouais. Le PDG d'Ineos. Ineos, le sponsor de la Mercedes par exemple en Formule 1, la voiture la plus rapide, championne du monde. Ineos, les champions en cyclisme. Donc c'est vraiment un mastodonte sportif qui est arrivé sur la Riviera française depuis 2019. Malheureusement, avec Patrick Vieira qui avait été choisi comme premier entraîneur, l'édifice n'avait pas tenu. On avait essayé de miser sur un alliage assez spécial avec beaucoup de jeunes et très peu de joueurs expérimentés. Ça n'a pas apporté ses résultats. Aujourd'hui, donc, on a recruté Christophe Galtier en tant qu'entraîneur. Ouais. Christophe Galtier a déjà recruté 5 joueurs. Il s'agit de Calvin Stengs, qui est un néerlandais, grand espoir du football néerlandais, ailier droit, qui sort d'une saison très réussie, qui était sur la tablette de beaucoup de clubs européens. Dortmund, je crois, tenait la corde pendant longtemps, et surtout l'Ajax.
car souvent les meilleurs joueurs néerlandais finissent à l'Ajax. Là, c'est pas le cas. Il a pu être acheté par l'OGC Nice, donc ça peut être vraiment une des petites révélations de championnat. Je vous redonne le nom, Calvin Stengs. Il y a aussi la recrute de Justin Kluivert, qui est le fils de Patrick Kluivert, la méga star néerlandaise des années 90. Donc là aussi, à suivre un attaquant. Il y a Pablo Rosario, lui aussi néerlandais, qui a été recruté du PSV Eindhoven pour densifier le milieu de terrain niçois. Et on a le retour de Mario Lemina. Mario Lemina est quelqu'un qui a été formé à jouer à Lorient, passé par Marseille, transféré à la Juventus de Turin. Il n'a pas forcément réussi à s'imposer à la Juventus. Il a été revendu en Angleterre. Il sort de saison accomplie en Angleterre. Il a 27 ans aujourd'hui, donc c'est un joueur aguerri. Donc un bel effectif. Un bel effectif et un beau recrutement. Dernière recrue côté niçois, Melvin Barr. Jeune espoir lyonnais, formé à l'Olympique lyonnais, transféré cet été à l'OGC Nice. Il rentrait plus dans les choix du nouvel entraîneur lyonnais. Donc là aussi, un espoir du foot français à surveiller, à regarder. Côté marseillais, il y a l'arrivée de Pavone qui devrait se faire dans les prochaines heures, qui est l'attaquant de Boca Junior. Logiquement, on devrait recruter, j'ai dit on lapsus, je suis supporter marseillais. Donc on devrait recruter Pavone, on devrait vendre Mario Benedetto. La piste la plus sérieuse l'enverrait à Sao Paulo, au Brésil. Côté retour, et un retour qui fait vachement plaisir, c'est celui de Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, le héros avec Karim Benzema du barrage en 2013 qui nous a envoyé à la Coupe du Monde 2014. Mamadou Sakho formé au PSG, ancien capitaine du PSG, donc il revient en Ligue 1 à Montpellier, c'est officiel. Il lui faudra le temps parce qu'il arrive avec une petite condition physique. Il sort d'années assez compliquées en Angleterre, mais je pense que ça sera aussi une des sensations de ce mercato. Et on va rappeler attention avec les arbitres, Mamadou Sakho, parce qu'on sait que c'était un bourrin un peu. Un petit peu, moi je pense qu'il s'est calmé. Il s'est calmé, les plus âgés. Et on va rappeler le mercato parisien pour faire plaisir à Christophe. Non, c'est pas pour faire plaisir, c'est parce que aux c'est auditeurs, parce que même pour le championnat de France, c'est des sacrées têtes d'affiche. On a Sergio Ramos, la légende du Real de Madrid, qui a été recruté. Je le prononce mal, Wijnaldum, le capitaine des Pays-Bas qui a été recruté pour densifier le milieu de terrain. On a Achraf Hakimi qui en plus a connu sa première en match officiel et qui s'est fait siffler tout le long. À cause de quoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Sur un tweet. Voilà, sur un tweet qu'il avait fait où il avait pris Palestine au mois de mai. Qui était envoyé pendant qu'Israël bombardait à tir-larigot la bande de Gaza. C'est ça. Donc il soutenait des victimes. Mais pour soutenir des victimes, on se fait conspuer tout un match. D'ailleurs, c'était une honte ce match à Tel Aviv, franchement. Il n'y a que la LFP pour faire ça. Donc Achraf Hakimi, là aussi, pour sûr, sera une des sensations côté parisien et même côté franc. Enfin, pour notre championnat de franco-marocain. Et la dernière recrue parisienne, c'est Donnarumma, qui n'est pas encore arrivé. Donc le gardien champion d'Europe avec l'Italie, un des plus grands espoirs mondiaux au poste de gardien. Là aussi une très belle recrue, mais maintenant après dans le vestiaire, ça sera plus compliqué, sachant que le gardien actuel, Keylor Navas, est excellent, il sort de 2 excellentes saisons. Lui expliquer qu'il va aller sur le banc, ça va être compliqué à faire. Et expliquer au champion d'Europe qui a crevé l'écran durant tout l'Euro qu'il va être sur le banc, ça sera très compliqué à faire. Donc je souhaite bon courage à Pochettino. Pochettino, effectivement. Alors parmi les rumeurs, il y a des rumeurs? Oui, la plus grosse rumeur qui n'en finit plus et qui n'en finira pas tant qu'il n'y aura pas de décision finale, c'est Paul Pogba. Paul Pogba à qui il reste 1 an de contrat, qui ne souhaite pas prolongé à Manchester United logiquement, mais la logique en foot ça vaut pas grand chose. Les dernières sons de cloche, c'est qu'il réfléchirait peut-être à une prolongation, sachant que Manchester United s'est renforcé avec beaucoup d'intelligence cette année. Et la piste la plus sérieuse en cas de départ de Paul Pogba de Manchester United, la piste la plus sérieuse l'enverrait au Paris Saint-Germain. C'est pas la première année on entend parler de Paul Pogba au PSG. Ça serait un très gros coup marketing. Sportivement, je ne sais pas s'il y a encore des manques au milieu de terrain, mais comme on dit, abondance de biens ne nuit pas. Avoir un top joueur, si c'est le Paul Pogba de la Coupe du Monde et de l'Euro, oui, ça serait une grosse recrue côté parisien. À voir, à surveiller de près. Le mercato n'est pas fini en tous les cas. Le mercato n'est pas fini, voire même pour certains clubs, il commence à peine. Je pense à Bordeaux
qui logiquement devrait avoir un peu de fraîche pour ce mercato en vendant quelques joueurs. Je pense à Lille. Lille, on prédisait une grande braderie au niveau de Lille, mais vu que l'effectif a l'air d'être cohérent, peut-être qu'il y aura là Elle a aussi... été annulée, je crois, la braderie en plus. Elle a été annulée, elle a été annulée par Martine Aubry. Ouais. Donc peut-être elle va être aussi à être annulée au niveau du Mercato. club du LOSC. Ouais. Mais pour autant, on attend de voir parce que c'est souvent les dernières semaines où les choses s'excitent, sachant que les clubs anglais doivent terminer leur mercato avant la première journée de championnat, et que c'est souvent les Anglais qui donnent de l'argent aux Français pour que les Français ensuite puissent acheter d'autres joueurs au mercato. C'est souvent comme ça le circuit, on va dire, le circuit de l'argent dans le monde du football. Donc on n'est pas à l'abri de quelques grands coups, et on surveillera à Monaco qui est pour l'instant assez discret, qui est plus dans l'obsession de vendre que d'acheter. Et Lyon Lyon, c'est pareil. On a eu l'arrivée là de ce nouvel entraîneur qui semble être plus ou moins satisfait de l'effectif. La seule rumeur insistante côté lyonnais, ça serait l'arrivée de Charles Onana, l'ancien gardien de l'Ajax Amsterdam. Et là aussi, ça poserait problème parce qu'on a Anthony Lopez qui est un petit peu l'âme, le capitaine, sorti du centre de formation de Lyon qui est au poste de gardien. Donc le mettre sur le banc, ça serait un peu compliqué. Donc pour l'instant, pas trop de rumeurs. Alors sur le papier, Razik, les 3 premiers pour toi? 3 premiers, je le donne dans le désordre. En toute objectivité. Hein. Toute objectivité, Paris, Monaco, Marseille. Inch'Allah. Voilà. Et dans l'ordre différent, ça serait l'idéal. Oui. C'est-à-dire. Mais bon, Marseille champion, ça serait un rêve fou. Non, ça c'est mais utopique. j'y crois ça. pas trop. C'est utopique. J'y crois que le soir, que la nuit. On m'a dit la nuit, c'est permis de rêver. En journée, j'essaie d'éviter. Il y a qu'à Paris que tu trouves des supporters marseillais parce qu'à Marseille. Je suis pas parisien. Non. Alors, détrompe-toi. Alors là, détrompe-toi. 93, on a fait ces je viens du sud quand même. Je connais. Détrompe-toi. J'ai croisé des supporters parisiens à Marseille. C'est nouveau parce qu'avant ça n'existait pas. N'a pas de frontières. Moi, par contre, j'ai oublié au niveau du mercato. Par contre, les supporters marseillais sont beaucoup moins tolérants que les parisiens. Moi, j'ai oublié au fait au niveau du mercato parce que franchement, c'est impressionnant. Je te jure, je suis impressionné, mais un truc de ouf parce que je suis zéro en foot. Est-ce que Olivier Atom va réintégrer la Newpie? Non, il va au PSG à ce qui paraît. Il va au PSG. Est-ce qu'il paraît il va poursuivre la télé algérienne pour le nom Captain? Non, ouais, le Captain Majid. Non, il est algérien dans l'âme, donc il a non, mais avec vous, tout le monde est algérien. Même Vegeta, il est algérien. Même Sangoku. Vegeta est kabyle, pour la petite histoire. Ah bon? C'est pour ça qu'il est nerveux comme ça. Bon, et dites-moi, juste une petite aparté, là, il y a les qualifs pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Oui. On va suivre de près, évidemment, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Est-ce qu'ils ont toutes les 3 leur chance? Ça serait, ils ont les 3 leur chance et ça serait un rêve que de voir les 3 pays maghrébins qualifiés pour la première Coupe du Monde qui a lieu dans un pays arabe. Donc ça serait vraiment un rêve éveillé. Ils auront l'avantage du climat. En plus. Oui, au mois de décembre, ça va être très particulier cette particulier. saison. Hein. Je regarde déjà les billets, personnellement. Ah ouais? Ouais. Pour aller au Qatar. Je me tâte. Après, ça me pose un problème déontologique, j'ai envie de dire. Voilà, on est d'accord. Ouais, ça me pose un problème, bien sûr. Ouais. Après, si c'était pas au Qatar, j'aurais déjà pris mes billets. Là, ça me pose un problème au temps de mort, me dire que je vais être dans des stades où peut-être il y a 200, 300 morts qui. C'est ça, pour les montées. Voilà, pour les montées, ça me pose un vrai problème. De conscience, on comprend. Clairement. Allez, Libertad, les amis, c'est le moment de prendre votre téléphone, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour nous dire ce que vous voulez. Dans les limites évidemment du respect de l'antenne, bien sûr. 01 40 33 9000. Vous êtes peut-être en vacances ou en train de travailler d'arrache-pied durement, alors que les gens sont en train de se dorer la pilule à la plage. Eh bien, c'est le moment de nous appeler. Coup de gueule, coup de cœur, ce que vous voulez. Engueuler Tariq, engueuler Razik, pas de problème. C'est en toute liberté. Engueuler Christophe aussi, vous pouvez. 01 40 33 9000, il n'y a pas lieu. C'est ce qui me concerne. Mais nous aussi. Oui, bien sûr. Mais il faut bien que vous preniez. Vous êtes là pour prendre, les chroniqueurs. C'est vrai. Voilà, c'est ça. Alors voilà. 01 40 33 9000. Vous qui nous écoutez aussi sur l'application France Maghreb 2, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sur votre smartphone, que ce soit sur Android ou sur Apple Store. Vous téléchargez l'application France Maghreb 2 et ainsi vous restez connecté avec votre radio partout où vous allez dans le monde. C'est ça qui est extraordinaire. France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Morsen depuis la Suisse. Morsen depuis la Suisse. Comment va la Suisse? Oui, ça va, gentiment, tranquille. Tranquille. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe, mon Morsen?
Pardon? Qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Oui, je voulais juste vous saluer et ainsi votre invité. Merci beaucoup, Marcel. Un grand merci pour tout ce que vous faites et à toute l'équipe de Radio France Maghreb 2. Merci. On est à quel endroit en Suisse déjà? À Fribourg. À Fribourg. Et quel temps fait-il à Fribourg? Il fait gris, il pleut un petit peu, puis il n'y a pas de soleil, rien. Bon, il n'y a pas de soleil. Bon, c'est pas grave. Merci. Mais il y a de l'oseille. Merci beaucoup en tout cas, Marcel. À bientôt. À bientôt, Christophe. Salut. Merci. Comment ça, c'est un cliché? Ah bah j'ai beaucoup d'amis suisses qui vivent humblement. Hein. Oui. Ouais. 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 Enfin, le salaire n'est pas le même qu'en France quand même en Suisse. Ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vivent humblement. Il y a la pauvreté partout, hein, même à Monaco. L'idéal, c'est de travailler en Suisse et de vivre en France. Ouais. Alors là, c'est le pompon là. Là, je vous dis les amis, c'est tout gagné, hein, tout bénef. Comme ceux d'ailleurs qui habitent du côté de Nancy et qui travaillent au Luxembourg. Eh oui. Ça c'est pas mal non plus. Bon, pour la Belgique, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gratter là-bas. Mais l'essence et les cigarettes sont moins chères. Ah ouais, un peu. Ouais, un peu. Alors le Luxembourg, c'est le top. Hein. Les cigarettes, c'est le top. Le tabac, tout ça, l'essence... le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Oui, d'ailleurs l'essence est à quoi, 1 euro là-bas au Luxembourg? 1 euro, le paquet de cigarettes à 5 euros. Même pas 5 euros. Un truc de ouf. Ouais, c'est là qu'on nous voit quand même qu'on nous ponctionne pas mal dans ce pays, hein, les amis. Bon, encore quelques minutes. Providence. C'est ça. Il faut savoir le rémunérer un peu. Demain, nous serons avec Audrey Pronosti, avec Nadia Sherif, 100% féminin demain. Sur France Maghreb 2. Donc c'est comme le mariage maghrébin, le mardi c'est les garçons, mercredi c'est les filles, c'est ça? C'est ça. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous? Samir Poitiers. Salut, ton prénom, pardon, j'ai pas retenu. Samir Poitiers. Samir Poitiers, comment ça va Poitiers? Ah, ça se passe. Vous avez libéré... Bon, qu'est-ce que j'allais dire Non, j'ai dit une connerie. Oui, vas-y. Ouais, je sais pas ce qu'il a dit tout à l'heure, Islam, par rapport au conseil de je sais pas quoi, là, en espérant que... cette histoire, parce que ça commence à nous casser la tête, ce Covid, tout ça là. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? J'espère que ça passera pas, et puis voilà. Ok. Quand on voit des vidéos de Merboul, quand tu vois que ils avaient même prévu une pandémie à l'ONU et tout ça, tu te poses des questions. Merci à toi mon ami, merci beaucoup. Bon, la théorie du complot n'a qu'à bien se tenir. Merci à toi, merci de ton appel en tout cas, et tu l'as pu le dire en toute liberté. Merci messieurs. Tadak, merci beaucoup. Merci beaucoup. Aïchek, à bientôt. À merci bientôt. mon Razicus. De rien. La semaine prochaine pour faire le point sur le mercato. Yes. Ok, on se donne rendez-vous demain les amis, toujours même heure et même endroit. La liberté ne prend pas de vacances, du moins pour l'instant jusqu'au fin août. On est là sur France Maghreb 2, on se prendra une petite pause quand tout le monde revient. J'adore faire ça. J'adore faire ça, partir en vacances quand tout le monde revient. Ça c'est mon kiff ça, tu vois. Ils sont tous en train de revenir et tout, la gueule enfarinée. Et moi je me casse en vacances, voilà, pour venir un petit peu début septembre bien sûr. Et on fera un petit tour par le festival de couscous à Marseille, les amis. Je vous le dis, je serai là-bas moi, le 4 septembre, pour aller voir ce beau couscous roulé à la main. Tomber amoureux de Marseille. Ah, c'est une ville à part, ouais, c'est vrai. On est c'est une d'accord. ville à part. Mais je suis quand même celui qui est rentré dans la boutique de l'OM en criant allez Paris. Razik. Et ça fallait le faire. Je l'ai fait, j'ai failli me faire casser la gueule. Moi. Eh ben pas moi, figure-toi. En Parce 2006, j'ai failli me faire casser la gueule. Juste Ouais. pour Parce qu'on rigoler. est fair play, on sait recevoir. nous, Non, Christophe. Y a parce pas qu'ils de ont eu problème. peur me voyant et je les comprends. D'accord. Évidemment. Dans un instant, Medjahed force. pour la suite des festivités. Pour l'heure, c'est le journal des RFI de 18h. Salut à tous, à demain. Ciao.